coup, faut que j'aille sur... Ah, on a aussi un article à lire. On a un article à lire, je vais faire une traduction française, hein, ça va être traduction Google de mes couilles, mais c'est pas très grave. Ça c'est du live, on n'est pas intéressé par le live, ce qu'on veut c'est ta VOD mon bro. Hop. Et ça commence. Ok. Ok, j'ai l'interview de côté. 2h18 de cast pour 3 minutes de jeu hier. Certes. Certes. Hop, hop, hop. On va se mettre un tout petit fond musical. Non, c'est pas le bon écran. On va se mettre un tout petit fond musical. Histoire d'accompagner un petit peu quand même. Ok. Du coup, un article qui a été publié aujourd'hui sur VentureBeat. Est-ce qu'on a le nom de l'auteur? Ça a été écrit par Don Takahashi. Patapatatouette. J'ai enfin pu jouer une partie de Stormgate, le nouveau jeu de stratégie en temps réel Science Fantasy de Frost Giant Studio, qui a dévoilé aujourd'hui les premiers gameplays au PC Gaming Show. Lorsque j'ai commencé à construire des robots de construction appelés Unités Bob, à mon poste de commandement dans le jeu, j'avais l'impression d'envoyer des ouvriers dans un jeu StarCraft. Cela m'a rendu triste que nous n'ayons pas vu de titre StarCraft depuis plus d'une décennie, mais vous pouvez le considérer comme un successeur spirituel à la fois de Warcraft et de StarCraft. Stormgate est un jeu de stratégie en temps réel qui mélange à la fois les genres de science-fiction et de fantasy dans un scénario de science-fantasy. C'est un jeu gratuit pour PC qui arrivera sur Steam en 2024. Donc là déjà on a une date de sortie qui est clarifiée, ça ne sera pas en 2023. Je le savais déjà, mais maintenant c'est officiel. Il mélange ce sentiment d'une race humaine de science-fiction combattant une race extraterrestre fantastique, mais ce n'est pas du tout un titre Blizzard. Frost Giant Studio, basé à Irvine en Californie, a été fondé en 2020 par les anciens développeurs de Blizzard, Tim Morten et Tim Campbell, qui ont aidé à créer certains des jeux PC les plus acclamés et les plus vendus de tous les temps, ainsi que certains des e-sports les plus regardés, y compris Warcraft 3 et Starcraft 2 de Blizzard Entertainment. Dans la révélation du gameplay pré-alpha, j'ai joué la race des humains, l'une des multiples races du titre où les futurs humains de l'espace découvrent une ancienne race d'un univers fantastique et le résultat est un choc des civilisations. Nous n'avons pas encore vu la race fantastique qui s'appelle l'Hôte Infernal, une race extraterrestre démoniaque qui attaque la Terre à travers un Stormgate. La société a également révélé le gameplay sur le PC Gaming Show aujourd'hui lors d'un match de démonstration entre le concepteur principal de la coopérative, donc de la coop sur Starcraft 2, Kevin Moine Dong, donc Monk, et la légende de SC2 Dario Tiello Wunsch. Le jeu est construit dans le Unreal Engine 5 avec la propre technologie personnalisée Snowplay de Frost Giant visant à en faire un RTS réactif. Team carré, oui, c'est les deux teams. J'ai joué à un match de 1 contre 1 en mode solo contre un ennemi humain pacifique, j'imagine que le truc c'est neutre, qui n'a pas suivi une voie d'expansion folle. Pendant ce temps, le PC Gaming Show a fait la démonstration d'un match multijoueur entre 2 joueurs humains. Les modes coopératifs entreront en test plus tard cette année. Votre travail consiste essentiellement à construire une base et créer une armée et à détruire les bases ennemies, un peu comme dans un match de StarCraft. Certaines choses seront familières aux fans de StarCraft dans le jeu. Il y a 2 ressources principales, l'une que l'on appelle la luminite, et il peut être exploité par jusqu'à 12 travailleurs Bob, avant que l'exploitation minière n'atteigne des rendements décroissants. Il peut être utilisé pour payer presque tout, et on dirait que l'or est extrait du sol. Une deuxième ressource qui brille en vert est le thérium, qui est utilisé pour payer des unités et des structures avancées, ainsi que des mises à niveau. Il se propage et s'enrichit progressivement lorsqu'il est miné, offrant aux joueurs des options sur l'endroit où il devrait se développer. Il apparaît dans des plaques exposées ou des veines souterraines. Les Bobs, qui exploitent ces ressources, sont des unités de travailleurs robots au visage souriant qui récoltent des ressources, construisent des structures, réparent des unités mécaniques et même rassemblent une défense solide en un clin d'œil. Ils peuvent travailler ensemble pour construire une structure, et le jeu montre bien quand vous avez trop d'unités sur une mine particulière. Il existe également des unités scouts qui sont des chiens robots avec des yeux laser qui ont des sens aiguisés qui peuvent même identifier la présence d'ennemis encore cachés par le brouillard de guerre. Avec un hurlement d'avertissement, les scouts peuvent activer des scanners oculaires avancés pour voir temporairement plus loin, y compris à travers les forêts qui bloqueraient normalement leur vision.
Les lanciers sont des soldats de première ligne qui balancent des lames et ont une longue portée. Leur mise à niveau bouclier de lancier leur donne la capacité d'ignorer les coups dommageables. Il existe également des unités exo qui sont des soldats polyvalents armés de fusils fiables. Ils peuvent se déplacer à temps double. Oui voilà, du coup c'est 2 upgrades. Donc le lancier va bénéficier d'une upgrade de bouclier qui va lui permettre d'ignorer donc les coups dommageables, donc les coups à gros dégâts. Voilà, un petit peu comme l'immortel en réalité. Et les exos qui du coup sont des fusiliers vont avoir du coup une upgrade qui pour l'instant en anglais s'appelle le double time et qui va être assez similaire au Steam. Le medtech est une unité de soutien qui peut soigner et réparer les alliés et renforcer les forces à proximité. Avec medtech Adept Training, vous pouvez libérer un essaim de nanobots pour attaquer un ennemi ou soigner un allié blessé. Intéressant. Atlas est un robot d'artillerie à longue portée qui fait pleuvoir les dégâts de zone d'effet. Avec la mise à niveau purification ordnance, ses attaques laissent derrière elles un champ de flammes dommageables. Les attaques d'Atlas causent des dégâts de feu alliés. Donc l'Atlas sera non seulement une unité de siège, mais aussi une unité de crowd control. Par ce biais. Et l'Ivec Transport est un vaisseau volant qui ramasse et dépose des unités alliées, y compris un Atlas, pour les repositionner stratégiquement ou les éloigner du danger. Donc, le retour du tank Ivac, quelque part. Les Vulcains sont des mechas imposants. Ils portent un pistolet Gatling brillant qui tourne pour infliger des dégâts accrus. Sous-entendu, plus il tourne longtemps, plus il inflige de dégâts. Donc dans une faille longue, les Vulcains vont devenir très puissants. La mise à niveau Jump, donc l'amélioration Jump Jet, permet aux Vulcains de se repositionner au combat et peut étourdir tous les ennemis sur son chemin. Peut également être utilisé pour dégager les arbres. C'est ce qu'on a vu hier pendant les éléments de gameplay qui nous ont été montrés. Cette unité tire des balles perforantes qui peuvent percer plusieurs unités en ligne droite. Donc ça c'est une information qu'on n'avait pas forcément hier, pas forcément comprise hier. Mais du coup, des unités qui sont les unes derrière les autres, quand elles vont être tapées par un Vulcain, les unités vont plus ou moins toutes être touchées. En tout cas, plusieurs d'entre elles, alignées les unes derrière les autres, vont être touchées. Ouais. Il existe également d'autres grandes unités qui travaillent de concert avec les mecs, comme l'Atlas susmentionné pour donner une idée des tactiques interarmes. Les développeurs disent qu'ils évaluent toujours la taille et la puissance de ces unités et combien d'entre elles peuvent être emballées dans la même zone avant qu'elles ne commencent à sembler surpeuplées d'unités. Donc ouais, combien d'unités peuvent tenir dans un espace réduit. Comme à leur cœur, exactement comme à leur cœur. Vous commencez avec un poste de commandement, un QG humain. Alors c'est pas ça, hein. Ah si, ça c'est un poste de commandement? On est sûr de ça? Je crois qu'ils se sont trompés. Hein. Je ne crois pas que ça soit un poste de commandement, mais bon, whatever. C'est peut-être moi qui fume du mauvais crack. Mais il me semblait que c'était un autre truc, ça. Un QG humain qui produit des unités de travailleurs Bob. Il passe à Central Command pour déverrouiller des unités de niveau 2. Le niveau 3 arrive bientôt. Le poste de commandement va déclencher une surcharge sur les unités Bob à proximité, détournant temporairement la puissance vers les systèmes de combat, vitesse d'attaque et blindage. Ok, donc ça c'est intéressant. Le centre de commandement humain va fonctionner comme la hatcherie Zerg ou comme les Town Hall dans Warcraft 3. Il va y avoir un tier 1, un tier 2, un tier 3. Et en l'occurrence, les humains vont pouvoir transformer leur Bob en milice. C'est donc très similaire à la faction humaine dans Warcraft 3, en l'occurrence, de ce point de vue-là. L'habitat est une simple unité d'habitation qui augmente l'offre. Vous devez les construire pour étendre votre armée. La caserne produit des unités de niveau 1 comme le scout, le lancer, l'exo et le medtech. La BMEC est une installation de production pour le Vulcain, l'Atlas et plus encore. Il continue de maintenir le mystère sur des nouvelles unités mécaniques. La raffinerie de Therium est un dépôt de ressources secondaires et une recherche de diverses améliorations passives. Le laboratoire biocinétique effectue des recherches sur les améliorations pour l'infanterie, telles que le Lancer Shields. Le Machine Lab est un centre de recherche qui gère les mises à niveau des unités mécaniques et aériennes. Il dispose d'un tapis roulant. La tourelle Sentinelle est une tourelle au sol à l'aspect costaud qui cible les ennemis terrestres et aériens et offre une certaine tranquillité d'esprit lorsque vos unités sont en zone offensive loin de la base. Dans ma bataille pacifique, j'ai eu une bonne idée de ce que c'est que de construire votre base, de vous étendre à de nouveaux sites de ressources et d'améliorer les bâtiments afin que vous puissiez construire un mélange de constructeurs et d'unités armées. Mes scouts sont allés explorer la carte et ils ont rapidement trouvé la base ennemie. J'ai posté un garde à la sortie de la base, puis j'ai commencé à construire aussi vite que possible. J'ai aimé ce mode car il m'a permis de me concentrer sur la construction et la compréhension des tracas de
Ok. J'ai pu construire de nombreux bâtiments de base avant de passer à de nouveaux emplacements de ressources. J'ai ri quand j'ai vu des poulets errer sur la carte. Il y avait des endroits spéciaux que mes soldats devaient débloquer au combat, tandis qu'il y avait aussi des emplacements de ressources souterraines qui devaient également être découverts afin que je puisse commencer à les exploiter. Donc ça, c'est 2 éléments. D'une part, il va y avoir des creeps sur Stormgate, on l'a vu déjà hier. Pendant le gameplay, le développeur Monk évoquait le fait de creepjack son adversaire. C'est un terme qui vient de Warcraft 3 et qui implique de voler, d'intervenir pendant la bataille d'un joueur contre un camp de creep neutre, d'intervenir pour lui voler les creeps et du coup lui voler la récompense des creeps. Donc on avait vu un plus 50 à côté du poulet, puisque pour l'instant le principal creep a l'air d'être du poulet. Mais on avait vu un plus 50 à côté du poulet, ce qui semble indiquer que ça rapportait une ressource. Donc soit la ressource de minerai, soit la ressource de gaz qui va être rapportée par ces unités. Normalement, ça ne sera pas que ces avantages-là. Il y a déjà eu sur Reddit des éléments qui semblaient dire que les creeps, selon les camps de creeps, rapporteraient différentes ressources, différents avantages. Et un point du coup qui est donc intéressant ici aussi, c'est qu'il peut y avoir des ressources souterraines à découvrir. Donc il y aura probablement une notion de détection ou d'indices visuels sur la map pour nous dire ah bah en fait là il y a des ressources mais il faut les déterrer avant de les exploiter. Donc ça c'est intéressant aussi. Les unités les plus impressionnantes, comme mentionné, étaient les gros mecs qui dominent l'infanterie. Ils étaient bruyants et fauchaient les unités d'infanterie, mais ils n'étaient pas invulnérables aux attaques. Le terrain faisait également une différence, car les zones de base pouvaient avoir un ou plusieurs itinéraires pour que les unités puissent se déplacer. La carte sur laquelle j'ai joué m'a rappelé une carte MOBA, avec des voies dégagées qui pouvaient être explorées ou gardées selon les besoins. Le jeu avait beaucoup de fonctionnalités familières de l'ancien temps RTS, mais il y avait aussi de belles images modernes et des améliorations dont vous verrez parler dans mon entretien avec les cofondateurs. J'ai hâte de voir comment les humains s'en sortent face à la horde infernale de démons. Incroyable. Et également, j'ai cru voir passer une info. Ok, et du coup, une info donc d'un autre article qui a été diffusé sur PC Gamer. L'auteur dit qu'il a joué les humains qui sont connus comme les Vanguard. Ou la Vanguard plutôt. C'est quoi en français Vanguard en vrai? Parce que j'ai envie de dire que Vanguard c'est avant-garde. Mais du coup en français, ouais. Donc en français, donc, je sais pas s'ils feront la traduction. Je pense que moi je vais les appeler les Vanguard quoi qu'il arrive. Mais du coup les humains dans Stormgate s'appellent les Vanguard. En français ça pourrait être traduit à terme par l'avant-garde. Et ça sera plus simple à dire que la résistance humaine. Voilà. Donc l'avant-garde. Donc ça c'est un petit peu les infos. Pour ceux qui voudraient les liens des articles, ils sont disponibles sur le Discord, dans le channel du coup Stormgate. Pour l'exclamation Discord si vous le souhaitez aller les lire ou les relire. Il y a les Undead TKL. Eh bien pour l'instant non, mais il y a du coup deux races qui ont été annoncées, qui sont les humains et les hôtes infernaux ou les démons. Les humains s'appellent l'avant-garde et les démons peut-être ressembleront aux morts vivants, on ne sait pas encore. Ensuite, on passe à l'interview de Monk. React à l'interview de Monk qui est passé du coup sur Back to Warcraft hier. Donc les commentateurs anglophones mais allemands de Warcraft 3 qui ont suivi l'événement comme nous hier. Interview with Monk. Hello everybody, my name is Neo and I welcome you to a little deep dive about Stormgate. It is a new RTS coming out very soon and today was an exciting day because we've seen the first gameplay footage of the game 1 year after it's been revealed, and we have a guest on the show to talk about this game, and this guest is one of the developers of that game. Kevin, welcome back to the show. How you doing, man? I'm doing awesome. It's great to be back on the Back to Warcraft channel yet again, and it feels like I'm here every month these days. Casting the War 3 Champions 2 and 2 finals with us, but today we have a little bit of a different topic because you are not just a caster and a very likable. Matt10 qui nous précise le poulet dans la vidéo d'hier c'est plus 50 plus 0, donc ça veut probablement dire que les deux ressources sont envisagées, plus 50 plus 0 qui s'affiche à l'écran. Oui, les deux ressources sont envisagées, mais pas que. Normalement ça sera évoqué pendant la conversation, mais il pourrait y avoir également des
d'autres types de bonus que des ressources. Voilà. Person, you also have a job, and that is, I guess, game development. Tell us everything about it. Yeah, my name is Kevin Monk Dong, and I'm a lead designer at Frost Giant Studios working on Stormgate. Before I worked at Frost Giant, I worked at Blizzard on both StarCraft and Warcraft 3. And before that, I worked at Team Liquid, managing part of the Team Liquid and StarCraft websites. But of course, besides being a game developer, a game designer as my day job, I sometimes moonlight as an amateur Warcraft 3 commentator. You did a lot better than pro Warcraft commentators, so you got that covered as well as pretty good CV, I would say, when it comes to strategy games, working on Warcraft and StarCraft instead in the past years. So obviously your goal was to make a new Blizzard style. Je comprends pas, il vient de dire StarCraft 3, ça a été envisagé un jour. La raison pour laquelle Frost Giant existe, c'est parce que les Tim Campbell et Tim Morten, du coup, les deux fondateurs principaux, présidents et directeurs du coup de Frost Giant, sont allés voir Blizzard en étant du coup les seniors développeurs de Warcraft 3 et Starcraft 2, et ils ont dit coucou Kamida, nous on veut développer Starcraft 3 ou Warcraft 4. Non, c'est bien ce que le poulet donne. Oui, bah on sait bien, Madis. Mais ils ont parlé à des gens et ils ont dit nous on veut faire ça. Blizzard leur a dit MDR non, et du coup ils sont partis faire autre chose. Ils sont tout simplement partis faire autre chose avec Frost Giant. Ils sont partis de Blizzard pour monter Frost Giant et faire un RTS. Real-time strategy game. But I want to ask you right away, like, why should people be excited for Stormgate, and what's the unique selling point of Stormgate that sets it apart? Pourquoi les gens devraient être excités pour Stormgate, et qu'est-ce qui va différencier Stormgate des autres RTS, des précédents RTS? From Warcraft and StarCraft. Yeah, so I would see Stormgate as first and foremost a Blizzard-inspired RTS. So fans of Ça sera un jeu inspiré des jeux Blizzard. I think will enjoy what Stormgate is and will be. The one thing about Stormgate is we are not trying to be the next StarCraft. We're not trying to be the next Warcraft. Rather, we're going to try to be our very unique thing. So, Donc ils n'ont pas pour objectif d'être le nouveau StarCraft, ils n'ont pas pour objectif d'être le nouveau Warcraft, ils ont pour objectif d'être leur propre RTS, leur propre personne finalement. Fans of StarCraft, a lot of them were when they moved on from StarCraft to Warcraft, and when they moved on from Warcraft to StarCraft, when new games release, I think will be as different from those games as they are from each other. In terms of unique selling points, I think number one, we've learned from the development of our previous games, we've learned a lot of lessons from those games, what to do, what not to do, what is fun, and we've also learned a lot of lessons from the industry as a whole, not just Blizzard RTS games, but RTS games in general, and just games as an entire industry. Un point fort pour eux, c'est que du coup, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont énormément d'expérience dans le développement du RTS, dans le RTS Blizzard, dans le RTS normal, mais aussi dans tous les jeux. Genre là, clairement, ça fait référence au développement des jeux e-sport, puisqu'ils ont vocation à faire de l'e-sport, ils ont envie de faire de l'e-sport. Et du coup, il y a une notion de... Ils développent leur jeu avec les 13 ans d'expérience des 13 années que dure en fait l'e-sport moderne. Hein. L'e-sport moderne en Occident, c'est l'arrivée de Twitch, de StarCraft 2 et peu après l'explosion en popularité de League of Legends. C'est grosso merdo ces trois éléments qui commencent véritablement l'e-sport moderne. Et du coup, eux, ils ont toutes ces datas déjà d'une parce qu'ils étaient là en train de développer StarCraft 2 pendant tout ce temps-là, mais parce qu'en plus, ils ont continuer à observer, être en contact avec des gens des différents e-sports, et du coup ils ont beaucoup d'expérience, et c'est avec toute cette expérience qu'ils arrivent pour développer le jeu. And then the other thing about Stormgate is one of our priorities is social gameplay, not just solo campaign or 1v1, but we really want to encourage people to come together and play together. We really believe that social gameplay is the future of gaming, so we want to develop features such as, or modes such as 3ve and 3v3, where the community can gather together and play RTS as a whole. Right. Leur deuxième gros point, leur deuxième gros avantage, en tous les cas tel que l'identifie Monk, c'est qu'ils ont pris conscience de quelque chose, et c'est quelque chose que nous on vous a beaucoup évoqué au fil des années, mine de rien, sur StarCraft 2, c'est que il faut une expérience sociale au jeu.
Le StarCraft 2, c'est un jeu en 1v1, c'est très froid, c'est très dur de trouver des gens de la communauté. Et du coup, c'est une problématique qu'ils ont bien identifiée. Et du coup, ils veulent développer un mode compétitif 3v3, ils veulent développer des modes coopératifs contre des IA 3v quelque chose, et avoir des features sociales, des éléments de sociabilisation dans le jeu directement pour permettre aux gens de se trouver, de jouer en communauté, de jouer ensemble, etc. Et pas de nécessairement jouer que les uns contre les autres. Very excited. We will dive a little deeper into all of this later on in the interview. But for a start, I want to be a little antagonistic right off the bat. Leading up to today, on the various social platforms, we have seen some releases of units from the human resistance. And a lot of people made some comparisons to the Terran faction of StarCraft 2, for example. So, with that design in mind, what makes Stormgate different from StarCraft in that aspect? Ce que dit l'intervieweur et qui est très vrai, c'est ils ont du coup publié 4 vidéos d'unités des Vanguard. Et ces unités ont été énormément comparées aux unités Terran de manière générale. Hein. L'Atlas a été comparé au char de siège. Le MedTech, moi-même, j'ai dit qu'on dirait un petit peu que le Médic de Broudoir et le Maraudeur de StarCraft 2 avaient fait un bébé ensemble. Le lancier, évidemment, les gens ont trouvé qu'il ressemblait beaucoup aux Marines. Et c'était quoi la 4ème unité? C'était le Vulcain. Bon, le Vulcain, je crois qu'il n'y a pas eu trop de comparaison en vrai. C'est probablement une unité qui a pour le coup une vraie identité à part. Et du coup, voilà. Et il dit, du coup, quelle est la. Comment est-ce que vous distinguez en fait réellement de StarCraft 2? Comment est-ce que les humains de Stormgate se distinguent des Terrans de StarCraft 2? Yeah, I would say Stormgate is about as similar as StarCraft as you could say Stormgate is to Warcraft 3. So first of all, about the setting of it all, Stormgate takes place in a post-apocalyptic world. So after the apocalypse, after the initial apocalypse, things have kind of calmed down, but then this like second apocalypse occurs. So it's in an earthbound world where things are kind of settled down right now, even though something terrible has happened in the past. In terms of the similarities to StarCraft, I think these similarities kind of occur because. Bon, il met un élément de lore en disant du coup Stormgate ça va se passer sur Terre. C'est la planète Terre. Il y a eu une première apocalypse et il y en a une deuxième. Et là, on est un peu après la deuxième apocalypse, du moins c'est ce que je comprends de ce qu'il dit. Le jeu commencera dans un monde où on est après un peu la deuxième apocalypse et les choses sont un peu calmées, même si ça continue d'être une situation un petit peu terrible. Et là, il disait du coup, il y a des similarités effectivement entre Terran et Vanguard. It's a human faction, and it's set in a more modern world as opposed to Warcraft 3. But Stormgate has a lot of features that are not in StarCraft, and there's a lot of features such as we'll talk about later, I'm sure. Time to kill, the asymmetry of the resources that are actually a lot like Warcraft 3, and there's going to be a lot of features that take an inspiration from a lot of other games. We have seen Donc, ouais, il dit un peu, c'est normal que les deux se ressemblent, parce que les Terrans et l'avant-garde se ressemblent. Je pense que l'avant-garde c'est plus simple à dire pour un locuteur français. Mais c'est normal que l'avant-garde et les Terrans se ressemblent. C'est des humains dans une époque moderne, sci-fi, donc va y avoir des similarités. C'est exactement ce que je vous disais hier avec Coca sur la Comeback TV. Il y a un moment où tu peux pas, enfin, va y avoir des ressemblances, voilà. Il y a des ressemblances entre l'armure des Spartiates dans Halo et celle des Marines. Voilà, c'est juste, il y a des ressemblances parce que c'est la culture humaine de manière générale, et forcément les inspirations pour le design des humains viennent de là. Et derrière, il disait que les distinctions il tombe un peu à côté de la réponse, hein, honnêtement, sur ce segment-là, mais il dit qu'il va y avoir des distinctions du coup globales dans le jeu sur le rapport aux ressources, sur le rapport au temps que les unités mettent à être tuées, et d'autres éléments dont ils vont continuer à parler pendant l'interview. C'est quasi obligé qu'il y ait une faction qui soit humaine pour l'identification, même si tu les joues pas. Au moins pour avoir un point de repère, si tu peux pas réinventer la roue, elle est ronde. Ouais, bien sûr. Et comment ne pas parler du temps? A little bit about the resources in the gameplay trailer, of course. This is something I really want to touch. But first of all, last time you were here, you talked a lot about the engine, because you're using Unreal Engine 5 and you customized that to fill the needs of an RTS game with something called Snowplay. So what happened in the past
Ils vont parler de Snowplay, qui est la technologie que le studio Frost Giant a développée. SE2 est déjà très inspiré de Warhammer 40 000. Oui, c'est parce que du coup, à la base, ta gueule. À la base, le début du développement de Brood War, c'est pour être un jeu Warhammer 40 000. Game Workshop envisageait de développer un jeu vidéo Warhammer 40 000. Et du coup, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui a payé pour son timeout de 60 secondes. Et du coup, ils avaient commencé le projet et Game Workshop finalement a annulé. Ils ont décidé non, en fait, on va pas le faire. Et du coup, Blizzard avait déjà commencé à travailler sur un truc. Et ils ont fini par sortir leur propre jeu parce que bah, ils s'étaient dit non, mais en fait, on tire un truc, il y a une idée, il y a un projet et on veut utiliser les heures qu'on a mis dedans, quoi. Ils ont dit quelque chose sur la config mini. C'est quelque chose qui, je sais pas si ça va être évoqué, mais pour l'instant, rien n'a été dit, non. 12 months since we talked about it last. How much further are you in development of the game? We are incredibly further. So when we last talked in 2022, basically the engineers of our team were just getting in the first pieces of Snowplay, and the designers were just getting into to play with the units. So right now our game is much more developed. And the footage that you just saw from the gameplay reveal was from a build of the game around late April, early May. So you can kind of see the progress we've. Donc là, les images qu'on a vues datent d'avril-mai, dans l'idée. On est du coup un mois et demi, 2 mois plus tard. Le jeu à l'heure actuelle est déjà différent de ce à quoi il ressemblait. Probablement pas extrêmement différent, mais le jeu a déjà progressé par rapport à ce qu'on a vu. We've made since then. So the answer c'est then une pré-alpha is là. like most of a human or the first faction is already in there. Whereas before we've just had like just a few units here and there, and they're just moving around. So we've made a lot of progress in that just 1 year alone. So would you say that you have all the tools that you need to bring us the next level RTS that you want to bring to us? I would say it's we have the initial tools, but it's a very there are so many features in RTS, and I don't think you realize it until you start building an RTS yourself. There are literally like thousands of features in an RTS. A lot of things that you don't think about oftentimes. Like for example, when you target an AOE spell, what is the cursor that pops up? Like it shows you what units to target and like how big the AOE is. That's actually like 3 or 4 different features. And again, there are thousands of those little features in RTS. We have the capabilities of making complex units and complex abilities right now. But one thing that we're working on right now is our trigger editor, which allows us to script custom events. So that's part of why you'll see within the realm of an RTS, you see the 1v1 development come and the PvP development come into play first before campaigns or co-op missions can be developed. Right. Ouais, donc ils en sont encore à développer beaucoup d'options, beaucoup d'outils de la vie quotidienne du RTS. Et c'est pour ça qu'ils commencent par développer le 1v1 parce qu'en fait, bah, travailler sur tous les éléments, les interactions entre les unités, leur capacité à envoyer des spells, comment ça réagit aux spells, comment X-Event, quel est l'impact de X-Event dans X scénario. Bah, en fait, une fois qu'ils auront fini entre guillemets tout ça, ils vont pouvoir commencer à bosser sur la campagne. You talk a lot about features, and obviously we all expect the game to have pretty great features because Warcraft 3 is 20 years old, StarCraft 2 is, correct me if I'm wrong, but more than 10 years old already. So it's all from past decades. What are some features that RTS fans should be excited about when it comes to... Une question très intéressante. Voilà, Warcraft 3 a 20 ans, StarCraft 2 a plus de 10 ans, 13 ans en l'occurrence. Qu'est-ce que Stormgate va apporter de nouveau par rapport à ces jeux qui du coup sont vieux de une ou plusieurs décennies? Pas trop dur, vous avez vu plus de trucs que nous, vous pouvez rien nous dire probablement sur la deuxième race que vous avez vu par exemple. En fait c'est chiant et c'est tout particulièrement chiant du coup que dans le reveal d'IA il n'y ait pas eu plus d'éléments. Vraiment pour moi il manque un solide 80% de ce qu'on a vu pendant la présentation privée. Donc il y a pas mal d'éléments où il faut faire attention. Moi ça va parce que je me suis bien mis en tête tout ce que j'avais le droit de dire. Donc je fais en sorte de dire que ça. Et Coca ça va parce que lui il a oublié. Genre il le disait hier, il a oublié. je sais pas comment il fait, genre comment c'est possible, mais apparemment il a oublié. Donc voilà.
Funka, je crois, il fait attention à juste moins parler du jeu que moi. Je suis probablement celui qui en parle le plus. Mais Funka, il fait attention à moins en parler. Il était pas avec nous hier, donc ça a peut-être aussi un petit peu aidé mine de rien. The feature palette of the game. Yeah, I think one thing that we learned at Blizzard is when players play a modern RTS, they really expect the responsiveness that comes from that comes from StarCraft 2, for example. And that is one of our core pillars, and something we're really striving Attendez, for. quoi? We've made a lot of progress in that just 1 year alone. So would you say that you have all the tools that you need to bring us the next level RTS that you want to bring to us? I would say it's we have the initial tools, but it's a very there are so many features in RTS, and I don't think you realize it until you start building an J'ai RTS reculé trop that loin. enable more different features. One thing that we're working on right now is one of 10 years old already. I think one thing we're All from past decades. What are some features that RTS fans should be excited about when it comes to the feature palette of the game? Yeah, I think one thing that we learned at Blizzard is when players play a modern RTS, they really expect the responsiveness that comes from that comes from StarCraft 2, for example. And that is one of our core pillars, and something we're really striving for. And I think I'm really proud of the team for doing a really good job at that aspect. For some context, StarCraft 2 had a tick rate of 22.4, and I believe Warcraft had a tick rate of 8. And most RTSs don't come close to the Warcraft 3 tick rate of 22.4. But in Stormgate, our tick rate in our engine will be 64. And what that means is every second, the game will be polling your commands 64 times. Whereas in Warcraft, the game only responds to commands every 8 times, for instance. So or in what- StarCraft, the game only responds at 22.4 times. For people who are not Donc, le jeu sera littéralement 3 fois plus responsif que StarCraft 2. Quand votre clic va partir, ça va être 3 fois plus réactif sur le jeu. Ça va être, je pense, pas hyper perceptible pour des gens qui touchent pas au jeu, mais je pense que dès qu'on va avoir le jeu en main, ça va être massif. Ça va être absolument massif. Il va y avoir une fluidité dans le déplacement des unités et dans la réactivité des unités qui va être assez folle. Là, il a évoqué du coup StarCraft et Warcraft avec des degrés de tic de plus en plus élevés, et plus élevés mieux c'est. Et je veux pas dire de bêtises, je sais pas s'il y a peut-être un pays nord ou un autre expert Age of Empire dans le coin, mais je crois que Age of Empire 4 par exemple, c'est genre ils ont genre 12 ou 18, un truc comme ça. Et on trouve tout ça terriblement long et chiant en fait. Enfin, c'est le temps de réponse de Age of Empire 4 a saoulé la plupart des joueurs de StarCraft 2. Là, pour le coup, ça va pas se produire. Le jeu va être extrêmement rapide, extrêmement réactif. Ça s'explique aussi avec l'engine Snowplay aussi. On retrouve l'explication sur StormGate. Tout à fait. C'est grâce à la technologie Snowplay, ouais. Enfin, mes 400 d'APM vont payer. Bah, tu rigoles, mais oui. Je remonte un petit peu. Tu peux valider les votes. Oh, pardon, excusez-moi. C'était du coup Serral qui avait gagné. Paf, excusez-moi pour ça. Du coup, l'intérêt de faire ça, c'est surtout de hyper les influenceurs. Je pense qu'une partie de la stratégie, c'est effectivement de hyper les influenceurs dans l'ensemble. Puisqu'on va être forcément les meilleurs échos du truc, quoi. C'est un peu dur chiant pour vous. Vous voyez la commune rager et vous savez que les trucs sous le coude. Mais les gars, si on vous promet que c'est bien. Bah après, je vous promets pas que c'est bien. Mais je peux vous promettre que moi, je suis excité par le jeu. Après, ça se trouve, je vais être déçu, hein. Mais moi, je suis hypé par le jeu. Patatoué dans le chat. Ceci est une révolution. Quelle est la fois la plus importante et la plus secrète que vous n'avez pas le droit de nous communiquer? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit de... le jeu qui va achever SC2. Bah, qui va gentiment envoyer SC2 à la retraite, voilà. Qui va prendre SC2, tremblotant de Parkinson, qui perd la mémoire, qui ne peut pas se déplacer sans son déambulateur, et qui va le mettre dans une maison de retraite, et qui va continuer son héritage en fait. Quelque part. Too knowledgeable about that stuff. Would that be an equivalent to like a refresh rate of a monitor, for example? It's not exactly the refresh rate of a monitor. It is they're desynced. The refresh rate of monitor is just depends on how many times the visuals refresh. Whereas for Stormgate, for example, let's say your tick rate was 1, then if you spam 20 commands, then the game would respond to them all at the end of 1 second.
Whereas your computer can still show the, let's say your refresh rate for your monitor is like 120, then your computer would still show the unit moving very smoothly, even though it's not responding to your commands as responsibly. All right. So thanks for asking that, by the way. That's a pretty common point of confusion. Thanks for clearing that up, of course. So the takeaway from this is that Stormgate is like 2.5 times as responsive as StarCraft is. StarCraft 2, yes. StarCraft 2 is. That's pretty damn impressive, I gotta say. Donc 2,5 fois plus responsif que StarCraft, a priori. Tu as eu des retours des joueurs pros de la scène SC2 non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Voilà. From the background and the architecture a little bit to the graphics. Of course, everyone sees the game and the first thing they see is not what's under the shell, but what they see is the shell. So tell us why you decided to go for this look that we have right here. It's a little bit cartoony, it's pretty bright, it's not dark and gritty or whatever. So tell us all about the graphics. So the direction with our graphics is that, number one, our first and foremost goal by far is we aim to be a readable game from the top-down view. That is very important for an RTS. You have to be able to tell. Leur objectif principal avec les graphismes, quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur la direction artistique qui est prise, moi personnellement je suis très fan. Leur but c'est d'avoir un jeu qui soit très lisible. Pas de confusion avec des masses de roach qui se rentrent les uns dans les autres. Limiter peut-être aussi, on verra comment ils développent ça, mais limiter peut-être les effets lumineux sur la map. Pas avoir un truc qui soit illisible, pas avoir un truc Skytos contre Skyterran et en fait tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans les airs. Ils veulent un jeu qui soit lisible. What units are on the map, and you have to be able to differentiate units from one another with a silhouette. And we believe that our style we've chosen has clearly communicates that. And hopefully you agree we can head in that direction with the gameplay reveal that we've just shown. That being said, we're still very open to feedback about specific units in particular. And even between when the gameplay footage was shot and currently, we've made some slight alterations based on feedback. For example, the Atlas, which you see in the gameplay reveal, has some alterations done to it in the current build of the game, which differentiates the two modes of the Atlas a lot more. So you can clearly see when an Atlas is deployed versus when an Atlas is undeployed. And that is directly from feedback that comes from not only content creators such as you guys, but the community when they saw those images as well. Here is the Atlas. I wanted to go into this a little bit later, but since you're talking about it, yeah, this is... Du coup, quelque chose que disait Monk, ils sont encore et toujours en train de travailler du coup sur la lisibilité du jeu. L'Atlas que vous voyez ici et qui du coup est probablement ici encore l'image qui date donc de avril-mai et il disait ça a déjà été amélioré. Justement l'Atlas a été amélioré depuis ce passage là. C'est plus visible quand il est en siège ou non. Je crois que c'était Back to Warcraft hein, qui, alors, je suis désolé hein, c'est pas son pseudo, j'ai juste oublié son pseudo, mais du coup que c'était lui notamment qui trouvait que l'effet de brûlure au sol laissé après un projectile d'Atlas peut-être était trop lumineux, laissait trop de place. Il y aura aussi des éléments comme ça sur lesquels ils vont continuer à travailler et ils le font notamment par le feedback. Donc c'est le feedback des créateurs de contenu. Nous on a pu donner des feedbacks, on a échangé déjà, on a fait beaucoup de réunions depuis 2022 avec STORMGATE pour parler de notre avis sur les différents éléments qu'ils nous montraient. Mais en fait je recommande, si vous avez des retours à faire, de passer par le Reddit de la communauté sur STORMGATE. Voilà, je sais que Reddit en France c'est pas ultra big, on n'est pas, enfin c'est pas que c'est pas ultra big, mais peut-être dans la commu RTS, on n'est peut-être pas très basé autour de Reddit. Mais je vous garantis qu'ils lisent l'intégralité de ce qui est posté sur Reddit. C'est Néo. Ah, ok. C'est Néo. Du coup, ouais, Néo parlait donc des effets du projectile de l'Atlas. Mais du coup, je vous recommande vraiment, si vous voyez un truc, ou vous vous posez une question, ou vous avez une remarque vis-à-vis de STORMGATE, de ce que vous voyez et de ce que vous verrez dans les prochains mois et dans la prochaine année, hein, puisque du coup, voilà, ça a été dit dans l'article de PC Gamer tout à l'heure, faut s'attendre à une sortie pour 2024. Faut essayer de faire remonter vos retours via Reddit pour l'instant. Dans l'ensemble, c'est la meilleure manière de faire en sorte que ça soit lu, non pas par un community ou une community manager-euse, mais bel et bien par un ou une développeur du jeu. Des gens en fait qui sont directement concernés par le truc. Un non c'est bien, un non si c'est très bien. C'est très bien.
Si je leur dis que j'aimerais voir Coca tout nu, ils vont faire quelque chose. Alors non, mais parce que Coca n'est pas dans Stormgate. Néanmoins, tu peux te rendre sur onlyfan.com et taper Coca, K-O-K-A, et t'abonner pour seulement 19,99 par semaine. Voilà, n'hésite pas. Unit that has 2 modes, as you can see, one with the Gatling gun and one with a bigger gun. I don't know if you have any keywords for that already. Yeah, we use the keywords deployed and undeployed. Deployed and undeployed. All right. So yeah, making things pop out. I had to cast some tournaments with the Warcraft 3 Reforged graphics, so I appreciate that a lot. That you want to distinguish stuff. Is it also a choice for longevity to go with this style because it's not going to be as outdated as, for example, a more Est-ce que c'est aussi une question de comment le jeu va vieillir? Et la réponse est oui. I think Warcraft 3 is a great example of that. I think Warcraft 3 is a game from 25 years ago, and I think the graphics relative to its actual age hold up amazingly well. All right. I think that's a good reason to go for this art style. It's also good that you're still adjusting. In after the Content Creators Summit, we've seen some people comparing the design and the color palettes, for example, from a StarCraft 2 beta to what we now have in StarCraft 2. So that's vastly different, and I guess we can maybe expect that after some community feedback for Stormgate as well. Yeah, I'm also curious to see fan reactions to the gameplay reveal, because I think I've heard a lot of comments that the graphics are not what they expected from the art that has been released prior to the actual gameplay reveal. So I'm just very personally, I'm curious to see the differences in opinion and whether people will have differences in opinion. Ouais, apparemment les gens s'attendaient à un artwork très différent de celui qu'ils ont vu à l'heure actuelle. C'est peut-être lié à certaines images in-game qu'on avait pu voir. C'est vrai que on avait eu, enfin, je pense que c'est notamment l'échelle des unités qui a beaucoup changé. L'échelle des unités qui a énormément changé. Voilà, par exemple, genre, c'est cette image exactement que j'avais en tête, donc c'est parfait. Mais ça, alors est-ce qu'elle a été supprimée du coup? Bon, elle a pas, voilà. Mais en gros, en vrai, ça, le jeu paraît, alors justement déjà beaucoup plus sombre. Alors bon, c'est peut-être un truc de nuit, mais là c'est beaucoup plus clair. Mais les choses paraissent peut-être un peu lointaines. Là, c'est manifestement des Vulcains. Et ils sont beaucoup plus petits, par exemple, que ce qu'on a pu voir sur, du coup, les images plus récentes. Ah bah tiens, bah, l'image elle était là d'ailleurs. L'image était là, mais du coup, les images plus récentes où les Vulcains sont beaucoup plus gros, on a quand même des différences assez... Est-ce que je peux pas zoomer ici? On a quand même des différences significatives, je pense, dans la taille des unités, dans le scaling des unités. Par rapport aux premiers artworks effectivement qu'on a pu voir de Stormgate. Donc il y a eu des gens qui ont été peut-être un peu surpris. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a surpris particulièrement peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Je ne demande pas hein, si ça vous a plu ou pas plu, mais est-ce que vous avez été étonné par exemple? Nope. On dirait l'image de rendu aussi. Peut-être que leur gameplay, ils ont pas les shaders et tout. Non, le seul truc qui m'a surpris, c'est la vitesse de jeu. Je trouve ça assez lent, ok. Ça paraissait très zoomé. Moi, j'ai aimé. Oui, mais justement, je demandais pas si vous avez aimé ou non. Ce qui m'a surpris, c'est l'impact des coups. Surpris, oui, mais ça ne m'a pas fait peur. Dans tous les screenshots, old and new, les Vulcains font la taille des arbres. C'est juste le recul qui est pas le même. Là, il est plus petit que les arbres. Hein. Là, ils sont plus petits que les arbres, les Vulcains. Hein. Alors que là, ils sont aussi grands que les plus petits arbres. Et ils arrivent... ouais, ils arrivent à 2 tiers de la hauteur du sapin, quoi. Ce qui m'a surpris, c'est la micro-drop où tu as le truc volant qui est 3 fois plus petit. Oui, bah après, tu peux pas avoir du real scale... Tu peux pas avoir du real scale, mais après effectivement il y aura peut-être un truc où le drop n'a pas 2 Vulcains à l'intérieur mais un seul. C'est quelque chose effectivement qu'il faudra peut-être finir de déterminer. Ok, continuons. We'll see on the Reddits and the socials and of course YouTube in the upcoming few days, and then we'll make a reaction video to the reaction video. How about that? Oh yeah, I've seen you're really riding on that train lately, Neo, and I'm really glad to see that YouTube comments are the first and foremost place you go to look for feedback. Put it in the comments, everybody. This guy is reading them all. All right, so much about the graphics. When, or at least that's what I did when I got Warcraft 3 or any RTS really. I play the campaign, and
RTS campaigns are pretty iconic, especially the Warcraft campaign, the StarCraft campaign. Builds a huge world. So what can we expect from the Stormgate campaign at the moment? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la campagne Stormgate Stormgate? campaign, one thing that we really liked about the Warcraft 3 campaign is that they attach you to individual characters that you care about and that you go through their journey with throughout the entire campaign. I think Arthas is a great example that you go through this entire journey with him, not only through the human campaign, but also through the undead campaign. And you can see his motivations and you can see why he became the person he became. So we're really taking advantage of that and putting that in Stormgate where you will follow individual characters throughout their journeys. And luckily for us, we have the lead campaign designer from the Frozen Throne. Du coup, pour l'instant, ce qu'il en dit, c'est que les campagnes seront centrées autour de personnages qu'on suivra, très similaire à ce qui est fait dans Warcraft 3. Et c'est vrai que dans Warcraft 3, généralement, ta campagne, en fait, bah, tu as un héros qui se développe, parfois accompagné de d'autres héros, etc. Mais dans l'idée, voilà, c'est une campagne, c'est pas forcément. C'est effectivement la campagne de cette faction-là et de l'histoire de cette faction-là, mais c'est aussi et surtout l'histoire du personnage, du main caractère de cette campagne. On our team who happens to be our game director. Very excited about what that team will bring up in terms of campaign. In addition, we'll have the option, because we are going for a social RTS, we'll have the option to play as either one player or multiple players in the campaign in a 3-player co-op mode. A 3-player co-op campaign mode, I guess. Il reconfirme quelque chose, mais c'est quelque chose que je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises. La campagne sera jouable à 3. Vous pourrez jouer en solo comme vous pourrez jouer la campagne en coopération à 3. Donc ça promet d'être intéressant et d'être des expériences aussi assez différentes que tu le joues en solo ou à 3. Et c'est la même. A priori, ça sera la même histoire. Il y aura du coup probablement des maps qui seront différentes, il y aura des difficultés qui vont changer, parce que du coup il faudra jouer ensemble à 3 contre vraisemblablement plus d'adversaires, etc. Mais donc ça sera pas exactement la même, mais ça sera la même histoire. Campaigns that you've loved and enjoyed in the past, the ability to be more social. All right, so for the gameplay of the campaign, I think RTS campaigns oftentimes suffer from having not the most variety in objectives. It's very normal to have just build a base and kill your opponent. So is there anything that you think about to implement, like new objectives and making things more exciting? Néo qui dit, oui, dans les campagnes, très souvent, le but de la mission, c'est construire une base, détruisez votre adversaire. Est-ce que vous aurez des nouveaux objectifs? Parce qu'en vrai, oui, construire une base et détruire votre adversaire dans une campagne de coop RTS, enfin dans une campagne de RTS, pardon, ça fait 30 ans qu'on le voit. Ça fait 30 ans que c'est la même chose. Est-ce qu'il y aura de la nouveauté? Yeah, I think that's always the thought of RTS developers, and I think just over the course of the 30 years of RTS, Blizzard RTS, I think the Blizzard team has done a wonderful job making it not that specific game type mission, and I think StarCraft 2 StarCraft 1 was especially guilty with it, but I've actually heard feedback from StarCraft 2 campaign players that the campaign team went too far in the opposite direction. Okay. Yeah, we had some where there's elements not there. enough building a base. Ouais. Je pense que là, Monk rate peut-être un petit peu l'essence de la critique, où des joueurs de StarCraft 2 ont critiqué que justement, trop souvent, les missions, c'était justement pas construire une base et pas aller détruire la base ennemie. Mais je pense que la plupart des gens qui font ce genre de critique, et bon, après peut-être que je me trompe, hein, mais la plupart des gens qui font cette critique la font vis-à-vis de HOTS, où on s'est retrouvé non pas à faire une campagne de RTS, mais à faire une campagne mi-MOBA, mi-RTS. Et honnêtement, la campagne de HOTS, c'est la plus weak. C'est la plus weak parce que, bah ouais, tu montes un héros pendant quoi, 15 missions, 16 missions, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peu importe, mais tu montes un héros pendant tout ce temps-là et à la fin, bah, tu termines la campagne et t'es turbo OP en fait. T'es juste turbo OP. Yeah, Sorry, go ahead. there were some elements there that kind of remind me of an action RPG at times in the StarCraft 2 campaign. So you try to balance that at the moment? Yeah, I would say so. We also have someone on the team who worked on the Nova Covert Ops campaign, and which was, I would say, wildly different from like a traditional RTS campaign. It was the 4th campaign that was released as DLC on StarCraft 2 that had a lot of wild ideas. So we're definitely hoping to create a mix of ideas in our campaign. One thing that's also really unique about our campaign, or a couple of other things that I just remembered, is number one, we plan to have seasonal campaigns. So we plan to, we are a free-to-play game, of course, and we plan to offer campaign packs on a regular cadence. So you'll constantly have campaign content.
I know for a lot of RTS players, you have that feeling of, oh, this great new RTS just came out, and let me play all the campaign missions. And you spend a few hours doing that, and then you're like, okay, let me wait until 5, 10 years later for the next RTS to come, and then I'll play campaign again. So we're hoping to release this content on a more regular basis, and not only that, we hope for real life events to affect the outcome of our campaigns. For example, if Neo, you win the next Stormgate Cup, maybe there's going to be a hint that your faction or the unit that you used it with is permanently captured in the next campaign mission. That will obviously gonna happen. Ok, donc là, pas mal d'éléments, du coup, vis-à-vis donc du business model notamment, campagne, enfin le jeu sera free to play, mais du coup, une partie du financement du jeu se fera par le fait de sortir régulièrement du contenu PvE. Donc sortir régulièrement des campagnes. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire régulièrement? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les 6 mois? Est-ce que c'est tous les ans? Ça, on ne sait pas, mais du coup, régulièrement sortir du contenu campagne du coup, pendant la durée de vie du jeu. On peut imaginer que ça soit une campagne de une faction qui sort tous les 3 mois ou un pack de 3 missions pour chaque faction qui sortent tous les 6 mois, ou alors du 30 heures de campagne joué par quelqu'un de relativement casu qui sortent tous les ans. Tous les ans, t'as ton gros pack, paf, t'achètes ton pack de campagne qui te coûte 20 balles, et puis t'as 60 heures de jeu devant toi en campagne dans les 3 factions qui avancera l'histoire. Et un élément qui disait faire en sorte que des événements IRL affectent la campagne. Donc il donnait l'exemple d'une unité jouée par Neo qui serait du coup intégrée, genre Neo gagne un tournoi et une unité emblématique de Neo est inclus dans la campagne. Voilà, on imagine qu'il y aura d'autres idées, que c'est un truc assez basique qui est donné ici, qu'il peut y avoir du coup d'autres éléments. Mais on pourrait imaginer par exemple on pourrait complètement imaginer qu'un personnage soit appelé Clément des Planches, parce que en fait Clément des Planches a gagné la première cup, ce genre de bail. Pourrait y avoir des éléments comme ça également qui s'inspirent un petit peu de l'IRL. On pourra jouer TKL. Bah j'espère, mec. J'espère, parce que va falloir payer les royalties. Oui, va falloir payer les royalties. Et ce serait extraordinaire. Et du coup, oui, Diffam qui parlait, oui, moi j'ai pas 2 amis pour jouer la campagne. De ce que disait quelqu'un d'autre plus haut dans le chat, leur site dit que la campagne pourra se jouer à 2 et pas à 3. C'est juste que là, dans l'interview, il a dit 3, donc peut-être qu'il y aura différents modes possibles, peut-être que ça sera 1v1, enfin, campagne en solo, campagne en duo, campagne en trio, je ne sais pas, mais là, pour le coup, il a dit campagne à 3, quoi. Dlément ses planches et LKT en perso jouable, let's go. Happen with my RTS skills, no problem about that. I don't know if you can share this already or if this is even set in stone yet, but when the game comes out, when next year or in the next couple of years, will we be able to play all the factions you have in the game in the first part of the campaign, or will it just be about the human resistance at first? Right now, the plan is to just have the campaign about the human resistance on early access when we release the game in a way to what can be publicly played. Alright. Ok, dans l'Early Access, il n'y aura que la campagne humaine pour le moment. C'est le plan actuel. Stuff about the campaigns, I guess. Let's talk about the actual game a little more, because what we've seen in the gameplay reveal is that you are set on resources in the game now. Yeah, I wouldn't say they're completely solidified, but we definitely have a direction that we're going with. We have our primary resource and our secondary resource. Primary resource is currently called Luminite, and our secondary resource is called Therium. And in terms of what they do, it's very similar to a Warcraft 3 or a StarCraft in that Luminite, which is the gold mine looking resource, is the primary resource, which La luminite, c'est le where minerai. you can build everything costs Luminite, and you build like your main structures, your town hall, for example, with Luminite. And then for Therium, that is your tech resource, which you use to tech up into the tech tree and get more and more advanced units. All right, so the first resource, we kind of know it like the minerals in StarCraft, like the gold in Warcraft. But the second resource is not reminding me of a Blizzard RTS, but very much Command and Conquer. Totally. That was our initial inspiration. It's a resource that spreads. There's a generator node. The generator spawns nodes which resources can or units can pick up. So what we're taking there is it's
this is an example of where we take inspiration not only from Blizzard style games, but we're thinking how can we add more nuance and add more strategy to this resource. And not only from Command and Conquer, we're taking a lot of inspiration from the Age of Empires franchise when we're designing not only this resource, but just the resource economy as a whole. So with this resource, you are Donc la deuxième ressource est inspirée du Tiberium dans Command and Conquer, l'équivalent du gaz, l'équivalent du bois dans Warcraft 3. Du coup, c'est des geysers qui vont spawn des petits nodes qui seront du coup récoltables par vos ouvriers. Voilà, il y a eu tout un élément qui a été développé, peut-être en parler davantage, mais du coup c'est un truc qui va s'enrichir s'il n'est pas récolté et qui va se régénérer surtout, donc vous ne pourrez en théorie pas vraiment tomber à court de la deuxième ressource, à court de gaz, à court de bois. there are so many aspects of it, but we're going to try to explain it somewhat succinctly. This resource often starts off in a block state where there is a blocked resource generator and you have to attack it and kill it to spawn a Ethereum resource generator. The Ethereum resource generator will gradually spawn resources over time, or spawn nodes over time, that the human resistance workers, which we call bobs, can harvest. And so you can, for example, when they start spawning, you can put 2 or 4 workers on this resource and they'll start mining, and they'll start mining at a reasonable rate. But if, let's say, this resource patch has spawned to 25 nodes, then you can put 25 workers onto this resource and you'll get an additional boost of income. So unlike Vespian Gas and StarCraft, where you're limited to 3 or 6 workers per Vespian node, the amount of resources, or the amount of workers, or the number of workers that you can put on this node can drastically change depending on both that. And there's actually a lot of other factors that determine how many workers you want on this resource. Ok, donc effectivement, avec le développement de la ressource, le fait qu'elle spawn en permanence, etc., à un rythme différent, fait que du coup, à un moment, vous pourrez faire exploser le compte de worker que vous avez sur cette ressource-là pour vous permettre d'avoir un boost de cette ressource-là. Donc ça va donner lieu, mine de rien, à des stratégies intéressantes. Je pense, à terme, ça va être clairement quelque chose d'exploité par les joueurs pour optimiser leur build et avoir du coup des séquences en mode, en fait, pendant longtemps... En fait, assez similaire à ce que font un peu déjà les ergs en réalité, et un petit peu les terrans, mais déjà moins. Et bon, les protos, nous juste on prend notre gaz, on le sature. Mais là, ça va du coup devenir beaucoup plus complexe dans l'idée de la gestion de cette ressource, parce que tu pourras te dire, ok, là en fait, il me faut. Là, j'ai eu 2 ouvriers qui ont récolté du coup. Donc c'est pas du Tiberium, mais j'ai déjà oublié le nom de la ressource. Mais du coup, on a laissé 2 ouvriers pendant tout ce temps-là, parce qu'en fait, là, j'ai optimisé ma récolte de minerais. C'est pas les nodes, non, c'est un autre nom. Les nodes, c'est l'unité de... Le therium, oui, c'est le therium, exact. Donc, j'ai mis 2 drones au therium pendant tout ce temps-là pour optimiser ma récolte de minerais, ma récolte de luminite, ou faire plus de bâtiments, ou faire d'autres trucs, machin, etc. Et maintenant, je suis à une phase de la game où il faut que je fasse X-Tech, ou X unités qui coûtent tant d'Ethereum, et paf, je dois envoyer donc à ce moment-là 7 bobs pour aller récolter des nodes supplémentaires d'Ethereum afin de débloquer mon truc, parce que ça me débloque le timing optimal pour atteindre ça. Alright, so in the Blizzard games, you obviously have the Vespian gas in your base. You also use the lumber that is around your main base in Warcraft 3. So what made you put one of the resources outside of the base? What we're trying to achieve there is we don't want the game to feel too gamey, in a sense. I think one of the weaknesses of the StarCraft franchise, and I think something that Warcraft does better, is that the StarCraft for maps, or PvP RTS maps in the StarCraft franchise, they feel like it's a video game, and it's not part of a real lived-in world. And part of what causes that is these mineral formations that are always in a concave, in a kind of a semicircle, and these 2 Vespian geysers in StarCraft 2, or 1 Vespian geyser in StarCraft 1. That always spawn in a very similar way. And we want to create a scenario where these resources, they feel naturally placed on the ground. Not only that, but we took a lot of inspiration from StarCraft 1 map makers who are constantly innovating on where to place resources. So oftentimes they make mineral walls with resources, or they put Vespian geysers alone, or there's like mineral only expansions. So we're hoping to create greater variety in terms of like map layouts, essentially.
There's another aspect of the Ethereum generator that I guess I can talk about now, which is currently the workers take a long time to mine the resource. So because of that, the percentage or the ratio of time it takes to harvest the resource is much more geared towards the mining rather than the travel time. So you're actually encouraged to long distance the secondary resource, at least with the human faction currently. Yet another aspect about these both resources is that we plan to vary how each of the factions will harvest these resources. So what you see with the human faction will not necessarily be how the other factions harvest. And we take a lot of inspiration from Warcraft 3 in that aspect. All the factions harvest resources in vastly different ways, and they have very different strengths and weaknesses based on how they harvest resources. You often hear humans complaining about their militia being destroyed, right? Or their peasants being killed. That's a shout out to Todd there in the Stormgate interview. Always gotta put a shout out to Todd somewhere. Always. And as opposed to, let's say, an orc player who they can hide their peons in the burrows, but the burrows are the units that are exposed, all the way to night elf, which they can put the wisps all over the map in order to harvest lumber. So a lot of inspiration from there. Bon, il y a un gros pack du coup vis-à-vis de la ressource. Un détail qu'ils ont pas aimé de StarCraft de manière générale, c'est la formation des bases qui paraît, voilà, c'est très artificiel. Voilà, t'as une base, la base, elle a tout le temps du minerai en concave, elle a tout le temps des gaz qui sont placés. Ça paraissait pas hyper naturel et du coup, ils s'inspirent beaucoup plus de Warcraft 3 sur les ressources. Ça devrait être moins devrait moins y avoir cette symétrie de la ressource de manière générale. Ça va être plus naturel. Donc à voir comment est-ce que ça se manifestera exactement. Est-ce que ça veut dire que par exemple tu auras des spawns où il y aura qu'un seul des types de ressources, un endroit où tu pourrais avoir deux fois la même ressource et pas de l'autre, des endroits où tu pourrais avoir les deux mais dans des quantités différentes. Va y avoir des notions autour de ça. Et surtout ce qui dit beaucoup derrière, c'est là on a vu que les humains, on a vu que l'avant-garde. Des ressources random à la Age of Empire. Ouais, il y a un petit peu de ça aussi, a priori, ça ressemble un petit peu à ça. Et du coup, un autre élément, du coup, oui, la manière dont les ressources sont récoltées va changer d'une race à une autre, d'une faction à une autre. Il va y avoir différentes manières de récolter. Là, on connaît le Bob. Le Bob, voilà, il fait son aller-retour, il récolte entre le bâtiment de récolte et la ressource. Et il y aura d'autres éléments. Peut-être que les démons, peut-être que la race numéro 3, la race numéro 4, s'il y en a 4, auront des éléments différents pour récolter les ressources. Enfin, ils devraient en avoir en tous les cas. Ils ont pris une inspiration de ça. So hopefully you can see, we haven't even talked about Luminite yet, but hopefully just from the explanation of this one resource, you can hopefully see where all these, the inspirations from all these other RTSs come into play when we're developing Stormgate. It's a nice potpourri, for sure. That on first view sounds like that's very harassable, though. The human faction. Yeah. Néo qui dit, mais du coup les humains ils vont être très faciles à harceler. Well, maybe Todd doesn't want to pick this back, the humans yet again as the Stormgate faction. It's good advice coming from the first ever tournament winner Oui, of a Stormgate. ce soir c'est chez Funk le Open Cup. Another thing that you put on the map is creep camps, or what is very similar to what we in Warcraft have as creep camps. So, what is similar to Warcraft 3 creep camps and what is different to Warcraft 3 creep camps? And why did you put creeps on the maps? Great question. Wait, can I talk about Luminite before? Yeah. Talk C'est chez Funk. So Luminite is our primary resource, and at first glance, it looks like a singular node, but it actually contains 4 smaller nodes within it. So what we wanted to achieve there is we wanted a primary resource that was more. J'ai rien écouté. For sure, that on first view sounds like that's very harassable. It's creep camps, or what is very similar to what we in Warcraft have as creep camps. So, what is similar to Warcraft 3 creep camps and what is different to Warcraft 3 creep camps? And why did you put creeps on the maps? Great question. Wait, can I talk about Luminite before? Yeah. Talk about Luminite. Yes, of course. Monk qui veut reparler de la ressource. So Luminite is our primary resource, and at first glance, it looks like a singular node, but it actually contains 4 smaller nodes within it. So what we wanted to achieve there is we wanted a primary resource that was more core to the Blizzard franchise, I would say. So it's a little more understandable, but we wanted to achieve 2 goals there. Number 1, we wanted asymmetry in terms.
Ça sort quand? Ça sort en 2024. Pas de date exacte dite, mais ils ont les articles qui sont sortis hier soir et aujourd'hui disent 2024. Of how the factions harvest it. So we want the ability, for example, to put a haunted gold mine on top of it, or to build structures on top of it. And we wanted these resources to feel, again, more lived in a real world, which is why we decided not to position them in a concave on the map. And then finally, something that I think will speak to the StarCraft 1 and StarCraft 2 audience is that because there are these 4 nodes, we are able to put some additional hidden mechanics into the game where for every successive worker that you put on this resource, you actually gain decreasing rate of income. So for example, your first worker, let's say, returns 100 luminite per minute. Your second worker might only return 95 luminite per minute, and your third worker will return 90 luminite per minute. And what that allows us to do is allows us to do 2 things. It allows us to encourage players to expand. So 4 workers on 2 luminite fields will mine greater income than 2 workers on 4 workers on 2 luminite fields will mine greater income than 4 workers on a single field. And number 2, what that allows us to do is it mitigates the effectiveness of harassment in some ways. So when you lose, let's say you have 10 workers on a luminite node, if you lose half of them, you'll only lose maybe 30% of your income rather than losing 50% of your income, as you do in StarCraft 2 and Warcraft 3 sometimes. And this is directly from lessons that we learned while working on StarCraft 2, where because of changes to resource mining between StarCraft 1 and StarCraft 2, players are less encouraged to expand. Harassment is very meaningful and arguably too meaningful, and you're kind of capped at a certain number of workers, or you kind of always want like 70 to 90 workers, and your max army is capped at a certain point. So there's my spiel about Luminite. Do you want to hear about creeps, Neo? Oh man. Ok. Bon, sur la Luminite, moi, quelque chose qui me fait plaisir à entendre, parce que c'est un problème de StarCraft depuis 6 ans, 7 ans. L'alpha et l'oméga de StarCraft, c'est la macro. Et vu que c'est l'alpha et l'oméga, un des trucs les plus importants que vous puissiez faire pour mettre mal votre adversaire, c'est de tuer des workers. De harceler les workers, de faire du harcèlement. Les oracles, les drop mines, les run by de Hélion, les run by de Lynx, de Bane, mes couilles sur la commode. C'est un des trucs les plus importants. C'est ce qui crée beaucoup de réactions de la part des castes. Hein, genre, oh mon dieu, drop mine qui tue 27 probes. Genre, parce que c'est effectivement ultra important. Et là, du coup, au niveau de la luminite, donc le minerai de Stormgate, ils veulent réduire cet impact-là en disant que le plus de workers sur une ressource de luminite, le moins efficace c'est. Et où du coup, peut-être avoir davantage des comptes de workers plus faibles. Des comptes de workers plus faibles qui peuvent pour autant récolter la quantité optimale, ou en tous les cas qui, même s'ils sont pas nombreux, l'exemple qu'ils prenaient c'était un worker sur un pack de luminite rapporterait 100 de luminite au command center, et s'ils sont à 2, bah, le premier rapporte 100, mais en fait avec le deuxième, bah, chacun ils vont rapporter 95, et si t'en mets un troisième, bah, en fait chacun ils vont ramener 80, donc tu récoltes effectivement plus de ressources, mais moins de ressources par individu, et du coup bah, si tu te retrouves à perdre 3 de tes workers, bah ça emmerde, mais t'as peut-être, enfin 3 tes workers sur 4, ça emmerde, mais t'as pas perdu du coup 75% de ton income, mais plutôt 60 ou même 50% de ton income. C'est une courbe logarithmique, tout à fait. Et du coup, bah, ça va rendre le harcèlement moins efficace, mais pas inutile. Et ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, bah, une partie de StarCraft qui est perdue parce que tu as raté ton split de probes et t'as perdu 16 probes frame 1, ça aura moins de chances de se produire. Objectif macro moins importante. Un peu moins importante en tous les cas. Parce que, encore une fois, dans StarCraft 2, comment dire, la macro c'est l'alpha et l'oméga absolu du jeu. C'est le truc le plus important, et c'est pour ça qu'on a 80 récolteurs. En tous les cas, la défense des workers. Bah oui, mais du coup les workers. Donc la défense et l'attaque des workers, c'est très important. Et du coup, on va maintenant parler effectivement des camps de creep. Man, tell me everything about creeps, as this is of course, as a Warcraft fan, pretty exciting for us. Yeah, so creeps, we took a lot of inspiration from a lot of games, RTSs regarding creeps. So obviously, the obvious one that comes to mind is Warcraft 3. We really liked what creeps did in Warcraft 3 on the map. And let me pull back a bit, and I want to say that
the primary goal of creeps comes from the fact that we really value territory control as a, as a kind of a core pillar in RTS. And if I were to say like what one of our like absolute like fundamental guidepost is we feel like territory control or the idea of territory control is what is a great part of what makes RTS RTS. So the fact that you're constantly fighting for areas of the map, and that in order to control this area of the map, you have to give something up. You have to stretch yourself thinner. And Donc ils veulent faire des camps de creep pour inciter les gens à essayer de contrôler des espaces sur la map. Les camps de creep du coup vont avoir vocation à être créateurs d'action et créateurs de confrontation directement dans les parties. Ça va favoriser du coup le fait d'aller se battre sur la map plutôt que de juste rester campé chez soi. that is why we're encouraging like expansion, taking over the map, and we're encouraging you to explore areas of the middle of the map, for instance, in order to spread yourself thin and achieve map dominance. So the idea with creeps is that allows us something to do that with. And creeps in Warcraft 3, they're this thing that spawns in the map, and you kill it, and you get rewards on the map. But one thing we discovered about Warcraft 3 is that once you kill the creeps, you no longer have an incentive for control. Yes, there are these like sometimes like heal fountains or goblin labs or like shops that you do want to go to, but all of these are relatively temporary. You kill the creeps, and then if the creeps aren't guarding anything, you basically never want to go to that area again. And the other thing is you oftentimes, well, not often because maps are designed pretty well these days, but sometimes you have this scenario where you kill all the creeps and then you have no reason for map control. You turtle in your base. What I like to call like the Echo Isles phenomena. Un problème qu'ils ont identifié avec Warcraft 3. Dans Warcraft 3, il y a des camps de creep aussi. Il y a des points d'intérêt sur la map, mais en fait, une fois que tu as nettoyé les camps de creep et que tu as récupéré la récompense du camp de creep, le camp de creep disparaît pour toujours. Donc, tu as peu d'intérêt à ressortir sur la map pour aller chercher des choses. Tu fais mieux de rentrer chez toi et de camper sur tes positions. Et c'est effectivement quelque chose qu'on voit dans Warcraft 3, avec du coup un gros avantage, notamment aux undead. En tous les cas, moi de mon point de vue de complet néophyte de Warcraft 3, hein, s'il y a des experts de Warcraft 3 qui veulent me dire que je dis de la merde, n'hésitez pas, c'est clairement pas mon domaine d'expertise. Mais du coup, oui, t'as un avantage aux undead par exemple, qui peuvent beaucoup plus facilement camper chez eux sur leur terre creepée. J'ai oublié le nom exactement, leur terre flétrie. Ils peuvent beaucoup plus facilement camper chez eux, rester chez eux, t'as moins d'incitation à la bagarre, et du coup tu te retrouves plus facilement avec des temps longs où peu de choses se passent et où du coup les joueurs ne s'affrontent pas. Maybe not so with Echo Isles 2.0. I actually haven't watched too many games in that map, but yeah, it's the Echo Isles from that map. So we looked at how can we solve this problem with creeps. The second part is we took a lot of inspiration from StarCraft 2 specifically. There's an interaction in StarCraft 2 where specifically Terrans are encouraged to kill creep tumors, and Zergs are encouraged to respread those creep tumors. And there's always a back and forth between the two factions as who kills these creep tumors versus like, can I spread them? And there are so many micro decisions there about do I go there to kill this tumor, or do I move my queens over to position them in order to respawn or spread this tumor? Il part vite le monsieur. C'est parce que je suis en 1.25, mais on peut ralentir hein, si vous voulez. And this idea of like these mid-map objectives constantly causes action to be in the game, and constantly causes these like small engagements and skirmishes that we're looking for to just increase interactivity between the two players. And then finally, we took et là du coup il prenait l'exemple de StarCraft 2 où c'est le creep, et notamment en TVZ le creep très important qui crée du dynamisme sur la map entre les deux joueurs. C'est un mini-jeu dans le jeu, le nettoyage du creep et la pose du creep, mine de rien, et qui en vrai fait que oui, le TVZ ça a longtemps été, et ça demeure un match-up qui est très apprécié, parce qu'en fait le jeu est dynamique, parce qu'un joueur terrain qui se fait encercler de creep, il a plus le droit de jouer. Un joueur zerg qui n'a pas de creep, il va mourir, et du coup les deux se battent constamment grâce au creep justement, et c'est aussi devenu un peu plus vrai en PVZ grâce au Battletoss. C'est pour ça que le Battletoss aussi est plus intéressant, parce que tu sors sur la map, parce que tu vas te battre, parce que du coup tu dois nettoyer du creep pour vraiment avoir le droit de te battre, parce que le joueur Zerg du coup a besoin du creep pour créer des surrounds autour de la pop protoss, etc. Donc c'est un élément de conflit qui est très intéressant et qui sert notamment d'inspiration au camp de creep dans le creep de StarCraft plus les creeps de donc les camps de créatures plutôt, on devrait dire. Les camps de créatures et les tumeurs muqueuses de StarCraft 2 sont deux des inspirations pour et des motivations derrière les camps de creep, les camps de créatures dans Stormgate. We took a look outside the RTS genre.
we took a look at MOBAs. And one thing that MOBAs really innovated with creeps is that they respawn over time. So we thought, hey, what if we just took Warcraft 3 creeps in many ways and then allows them to respawn. So it solves one problem or many of the problems that we perceive with Warcraft 3 creeps, which is they are they do not once you kill them, the reason for territory control is over, and you can get in these stalemate positions once all the creeps are gone. So the general philosophy behind we haven't talked about rewards, but the general philosophy about the placement and the objective of creeps is for the mid-map territory control that we want to encourage, and we want to encourage those interactions caused by mid-map territory control. And we don't want there to be as many creeps as you might see in a Warcraft 3 because again they respawn, so we don't need as many of them on the map. And because of that, we're able to we have additional space and to add other map features that we might want into the game. So there will be lots of creeps in Stormgate, but they won't be as prevalent as they are in a Warcraft 3 because they do respawn, and that is the 5-minute spiel on where we get to creeps from. Ok, du coup les camps de créatures, effectivement comme l'ont compris déjà certains dans le chat, vont être des camps qui respawn, qui vont réapparaître. Du coup il y en aura moins que dans Warcraft parce que du coup ils respawn, donc leurs récompenses vont revenir, donc c'est pas la peine d'en avoir plein sur la map. Et du coup il va y avoir d'autres points d'intérêt sur la map, des points de ressources, des bases, des features topographiques qu'on imagine, voilà, et peut-être d'autres idées encore plus originales qu'ils pourraient avoir. Mais du coup les camps de creep vont accorder des récompenses, ils ont pas l'air d'être prêts à parler pour l'instant des récompenses. J'ai cru voir sur Reddit ou dans des articles des notions comme quoi ça pourrait être des boosts de vitesse de déplacement, des boosts de vision, map control, mes couilles, des ressources, ça on l'a vu pendant le gameplay d'hier, le poulet qui rapporte plus 50 de luminite. Voilà, va y avoir différents éléments. Un élément qui est clair, et vous pourriez vous poser la question, pas de récompense RNG. Pas de récompense RNG, ça sera fixe. Selon vraisemblablement le type de creep, genre probablement que le poulet rapportera toujours 50 de luminite. Les fameuses couilles de TKL dans le loot. Exactement. Peut-être que sur un autre camp de creep, eh ben, vous allez récolter mes couilles. Peut-être que sur un autre camp de creep, vous allez récupérer un boost d'armure. Ce genre de truc. Du coup, on va toujours faire respawn. Le problème, c'est que si tu rally point, les créatures vont aggro. Pas nécessairement. Tu peux avoir une règle qui est les camps neutres n'attaquent que si tu les attaques. Je crois d'ailleurs que c'est le cas dans League of Legends et dans la plupart des camps de creep de Warcraft. Les unités ne sont... Et d'ailleurs dans Warcraft 3, on parlait de camps de créatures neutres. En fait. Genre... Tu peux avoir des camps de créatures neutres, tu pouvais avoir des camps de créatures qui étaient endormis. T'avais des camps de créatures qui attaquaient. Mais tu pouvais aussi te retrouver à traverser un camp de creep de manière parfaitement sereine parce que bah, ils sont endormis ou alors c'est des créatures qui attaquent pas, etc. Donc c'est pas du tout invraisemblable d'avoir des rally points qui sont pas gênés. You won't put a lot on creeps on the map, but you talk a lot about creeps for sure. But I am very confused as a Warcraft fan, of course, because we have heard that there is no heroes in Stormgate. Is that still the case or subject to change? Is there hope? Et effectivement, Néo qui relève le truc, bah ouais, mais nous, les joueurs de Warcraft, les camps de creep, ça sert surtout à un truc. À pex le héros, à donner des récompenses aux héros. Du coup, qu'est-ce que fuck? Ça n'est pas seulement du cycle jour-nuit, je me souviens plus. Je me souviens pas bien non plus, mais au pire, dans League of Legends, on sait que c'est neutre. Et du coup, c'est tout à fait possible de faire des unités neutres aussi qui ne réagissent que si elles sont attaquées. So there won't be heroes in 1v1 PvP. Pas de héros en V1. But you'll see them in other modes, including the campaign. Il y en aura en campagne. 3ve, the 3ve co-op mode, and the 3v3 mode, which you will be able to. Et en 3v3 compétitif. Alright, so donc le seul mode où il n'y aura pas de héros, c'est le 1v1. Hero, so I assume there's no experience and there's no items if I creep the creeps. So, what kind of rewards are there? Ah, parfait. If I complete this. S'il n'y a pas de héros en V1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'XP, ça veut dire qu'il n'y a pas d'item. Du coup, quelles sont les récompenses des camps de créatures? En 1v1, notamment. Mais on peut imaginer que ça soit le cas en 3v3 aussi. Subjective. Well, the feeling that you dominated that creep.
You can finally kill something. Nice. Yeah. Yeah. But the real answer there is there's in Warcraft 3, creeps do three things. They give you experience, they give you some gold, and they give you some kind of drop. So usually it's an item, but sometimes it's like a tome or a rune, for instance, that persists on the map. In Stormgate, they also do one of three things, or possibly all those things. So number one, like in Warcraft, they give you some resources. Donc les camps de créatures feront une, de 1 à 3 choses potentiellement selon les créatures. Première chose, donner des ressources. C'est ce qu'on a vu avec le poulet hier. Last hitting them currently gives you resources. Number two, it gives often a player-wide buff. So it's not a buff to all your units. It's not a buff to the units in the area, but it's a temporary buff to all the units that you own. Un deuxième bonus supplémentaire est possible dans les camps de creep. Ça sera un bonus global à l'ensemble de votre faction. Et là, on verra s'il précise des détails, mais on peut imaginer les workers qui travaillent plus vite. On peut imaginer un bonus d'armure sur toutes vos unités. On peut imaginer un bonus de vision sur vos unités. Il y a plein de possibilités. En tant qu'influenceur, vous aurez la possibilité de toucher, d'y jouer avec NDA. J'espère que vous pourrez. Ce serait cool pour vous. Oui, on va. Nous, on devrait y jouer très bientôt. Funka, Coca et moi, on devrait pouvoir y jouer très bientôt. Et oui, ça sera temporaire, effectivement. Complètement temporaire, pardon, excusez-moi, j'ai pas précisé. Mais c'est juste que ça concernera toutes les unités de manière temporaire. And how we've designed a lot of these buffs is we don't want there to be changes in the unit-to-unit interactions. So these buffs won't be like gain 20 armor on all my units, for instance, right? But instead, there'll be things such as increase the production speed of your workers, Ok, or increase your construction speed, something that happens outside of combat. So d'accord, donc pas les buffs n'auront pas d'influence de combat. Donc justement, je vous évoquais l'armure, peut-être la vision également qui pourrait être considérée comme un atout de combat, etc. Ça ne sera pas ça. Ça sera davantage vitesse de construction, vitesse de récolte et peut-être d'autres éléments qu'il va nous évoquer. you'll be able to see at a glance, hey, I have army A and my opponent has army B. There will never be a buff that changes the interaction there. Another idea for a buff is plus siege damage or plus damage to buildings, which we see as a Des way buffs de to dégâts contre les allow us bâtiments. for comeback mechanic. Even though that doesn't change the interaction between unit to unit, it does allow for chaotic base trade scenarios to happen, where one player has the losing player has a greater chance to come back. It also puts the onus. Yeah, go ahead. Is it like this could of course be a comeback mechanic, but isn't it also a little bit dangerous that it's used as a snowball mechanic when the already stronger player has map control and goes for all the objectives on the map to go for that big finishing blow that the weaker player at that moment can't overcome at all? Un élément que Neo évoque, du coup Monk disait voilà un buff possible, un buff de siège, donc un buff de dégâts contre les bâtiments de manière générale, qui pourrait permettre des scénarios de trade base un petit peu bizarre de se produire. Le joueur qui est mal dans le trade base pourrait aller récupérer ce buff en se disant mais du coup ça va me permettre d'avoir le buff contre les bâtiments et de finalement revenir dans le trade base. Et Neo s'inquiète que du coup ça soit plutôt en fait utilisé comme une mécanique de snowball. Le joueur qui a le map control, qui amorce peut-être le trade base, qui est dans la meilleure position, va en plus de ça récupérer le buff, empêchant complètement le joueur en déficit de revenir dans la partie. Oui, il y aura le SL Open Cup ce soir, mais ça sera sur la chaîne de Funkadelic. Et on le hostera dès qu'il prendra le live, ce qui devrait être ici à 19h30, un truc comme ça. Généralement, voilà, Funka, c'est 19h30, 20h la prise de live pour le SL Open Cup. I think it's a bit of both. Another aspect you can think about it is something that is present in Warcraft 3. Let's say player A is winning and they're going to creeping. They're going to go creep. But because you've spread your attention to creeping, your army is out of position, and therefore a drop or some kind of harass is more effective. And specifically for the plus siege damage, we designed it in mind with comeback mechanics. And the inspiration there is a lot from a little game called Pokemon Unite, where
you can kill like this like Zapdos in the middle of the map, and then once you get the Zapdos, you don't get any more power, but your ability to score is increased. So it's like kind of like a almost like a side your power in a side grade way, or your power to do like the side objective or like the non-combat role is increased. So even though you might be losing throughout the entire game, your chances to come back are greater. All right, so suis pas bien sûr just d'avoir compris to l'explication, sum attendez. this up, the objectives that creeps give You might aside creeping. They're gonna. It's a bit of both. for all the objectives on the map to go for that big finishing blow that the weaker player at that moment can't overcome at all. I think it's a bit of both. Another aspect you can think about it is something that is present in Warcraft 3. Let's say player A is winning and they're going to creeping. They're going to go creep. But because you've spread your attention to creeping, your army is out of position, and therefore a drop or some kind of harass is more effective. And specifically for the plus C sandwich, we designed it in mind with comeback mechanics. And the inspiration there is a lot from a little game called Pokemon Unite, where you can kill like this like Zapdos in the middle of the map, and then once you get the Zapdos, you don't get any more power, but your ability to score is increased. So it's like kind of like a almost like a side your power in a side grade way, or your power to do like the side objective or like the non-combat role is increased. So even though you might be losing throughout the entire game, your chances to come back are greater. Ouais, en vrai, Alright. il répond pas vraiment à la question. Il répond pas vraiment à la question, il danse autour du truc. Et ouais, je pense que le sujet reste ouvert du coup. Mais du coup, la question qui se pose, c'est quel est l'exact impact en fait de cet upgrade de siège. Est-ce que c'est une augmentation de 50% dans le dégât contre les bâtiments, ou est-ce que c'est 10%? Mais du coup, instantanément, ça implique aussi que c'est moins une mécanique de comeback et c'est aussi moins une mécanique de snowball. Genre, et de manière en fait, n'importe quelle mécanique de comeback peut être. La question se pose de est-ce qu'elle devrait être, mais généralement la plupart des mécaniques de comeback c'est des mécaniques de snowball. Genre le disrupteur c'est potentiellement une unité du comeback, mais en fait aussi quand on a 12 sur la map, ça snowball et c'est très difficile de contrer ça. Donc je pense que par essence le fait d'avoir une mécanique de comeback fait que c'est une mécanique qui peut devenir snowball. Et c'est un peu inévitable et du coup il faudra que ça soit pas quelque chose qui effectivement tue dans l'œuf ou neutralise complètement une game. Parce que ça pourrait aussi être quelqu'un qui du coup va récupérer le buff juste pour éviter que l'autre l'ait et le nullifie complètement et en fait l'éclate sur le champ de bataille. Mais bon, on verra. Mais pour le coup il a pas très bien répondu à la question je trouve, ou en tous les cas il avait peut-être pas de bonnes réponses à donner aussi, hein. C'est aussi une possibilité. So just to sum this up, the objectives that creeps give you, or the bonus that a creep camp gives you, is more of a nice to have than a super overpowered mechanic to win you the game. Yeah, I would say it's not only a nice to have, but it's also very specific. Mhm. Like worker production, I think is like very specific, right? Yes. And it gives you, and the goal there is to kind of to like push you to getting these rewards or it's push you to killing these creeps if you really want that reward, where it might not always be useful, for instance. Are the rewards random or are they predetermined? So They're predetermined. Ah, okay. So on every map, you know what you're going for. All right. Les ressources seront And then prédéterminées. I talked Enfin, about les the first two récompenses things seront that prédéterminées. these creeps do, which is number one, drop resources when you kill them. Number two, player-wide buffs. And number three, they will spawn a temporary structure on the map. Les camps de creep pourront faire apparaître une structure temporaire sur la map. So an analogy in Warcraft 3 is they'll spawn a temporary heal fountain that you can control, what that allows us to do is it allows us to retain that the necessity of map control even after the creep has died, because you'll still want to control that area of the map. When the creeps respawn, however, this structure will disappear, and the creeps will respawn, and then you'll have to do that again in order to get the structure back. So, but the structure can be killed by
the opponent player? Est-ce que la structure So peut être tuée? we're still iterating on that right now. One thing we're looking at is, for example, the structure is either a neutral structure or it can be controlled by capturing the structure. So a great analogy for StarCraft fans, if you're not as familiar with Hell Fountains, is a Zelnaga watchtower, where let's say after you kill the creep, it spawns a temporary like 5 minute Zelnaga watchtower, and whoever is standing next to the watchtower will get the benefits, which is vision over that area of the map. Ok, donc troisième capacité potentielle des camps de créatures, faire apparaître un bâtiment temporaire. Ils n'ont pas encore tous les détails. Là, il a évoqué l'exemple de la fontaine de soins de Warcraft ou de la Xel'Naga de Starcraft. La question se pose encore, est-ce que ces bâtiments seront tuables? Est-ce que ces bâtiments appartiendront aux joueurs? Est-ce qu'ils seront neutres? Est-ce qu'il faudra en prendre le contrôle? Est-ce que le joueur ennemi qui n'a pas fait le camp de creep pourra reprendre le contrôle de cette structure ou non? C'est encore des détails sur lesquels ils sont en train de travailler. Sur Warcraft, il y a des timers pour les camps. Alors, si tu veux dire des timers avant qu'ils respawnent, non, sur Warcraft 3, les camps ne respawnent pas. Est-ce que ça ne contredit pas un peu leur fonction de départ spécifique? Ignorer 90% du temps, donc ne remplissent pas leur fonction de créer du mouvement. Qui veut un buff de production récolteur en late game camping? Bah, sauf que c'est pas nécessairement un buff de production de récolteur seulement, c'est aussi un buff potentiellement de construction. Genre potentiellement, si c'est le temps de production de tes vulcains, et t'es en mode ok là on est en late game, j'ai juste besoin de temporiser mon upgrade, mais ou même voilà de accélérer ton upgrade. Genre potentiellement là je tue quand je débloque le crackling, paf, buff de production, la production des upgrades se fait plus vite. Et du coup tu as ça. Et du coup il y aura peut-être oui des camps qui seront plus ou moins intéressants selon les stades de la partie. Genre oui ça sera peut-être pas intéressant d'aller faire le camp qui améliore ta récolte de ressources alors que t'es déjà à court de luminite. Voilà ton gisement de luminite est mort, bah ça sert à rien d'aller chercher ce camp de creep. Sauf si peut-être ce camp de creep il fait de la luminite, enfin il te crée de la ressource en plus de booster tes workers et là tu iras peut-être le chercher. Mais voilà. Salut Captain Truel. Sounds like there's a lot to do on the map in your game. Yes, there is a lot to do Beaucoup de choses à faire sur la map. in the game, and there's one thing we're trying to go for is a lot of like, again, with the territory control, a lot of terrain interactivity. So some things you'll see in the gameplay reveal is that trees are very important. And you can cleave paths through trees. And then for some specific types of trees, only smaller units will be able to fit through those trees, and larger units will not. So again, that all ties back into the core philosophy of Stormgate, which is territory control and territory control, territory control. And we want the map to feel living. We want the map to feel interactive. We always want there to be something that you can do on the map. Ok, Alright, tout le temps if quelque there's chose à so faire sur la much map. to do on the map, can you make an estimation of how much of your game is micro and how much of your game is macro? Because of course a lot of Warcraft fans are a little bit worried that there's too much macro to be done, that shifts it more towards StarCraft, and I guess the other faction is a little worried that things are a little bit more centered as they are in, for example, Warcraft 3. Ouais, du coup, le rapport entre macro et micro, historiquement, vous le savez, la caricature du truc, c'est de dire que Warcraft 3, c'est un peu 70% de micro, et de dire que Starcraft, c'est 70% de macro. En vrai, c'est pas complètement faux, hein, c'est assez réel même. Et du coup, bah, quel va être le rapport dans Stormgate? On a déjà eu un peu des indices, la macro va être moins importante que sur Starcraft 2, un petit peu moins, on verra dans quelle mesure, mais moi ça m'a laissé l'impression de c'est un petit peu moins important. Ça sera plus la clé de voûte absolue de la victoire qui fait que quoi qu'il arrive la meilleure stratégie c'est la macro. Maintenant bah, on va voir dans quelle mesure est-ce qu'il éclaircit ça, s'il peut éclaircir ça dans sa réponse. So I would say with the macro aspect, there definitely is a lot of macro in the game, and some things that well, we can talk about this later, but there's a lot of things that will help you with the macro aspect, such as UI features and some forgiveness features that we'll say. In terms of micro, there's also a lot of micro in the game. Donc la macro va être importante, mais il va y avoir des aides, va y avoir du pardon à l'erreur dans StarCraft 2,
un pardon d'erreur auquel on peut penser et qui est assez évident, c'est le dépôt du ciel. Vous êtes supply block, paf, dépôt du ciel, vous êtes plus supply block. Va y avoir de ça dans Stormgate pour aider les gens à macro, rendre la macro moins difficile. Salut Motoko. And part of that is because when we were designing the time to kill for this game, we kind of looked at StarCraft 2, L'inject StarCraft sac, 1, and Warcraft 3, and what we discovered is that um, that Warcraft 3 has about a 3.5 or 4 times as a lethality factor as StarCraft 2, or sorry, the other way around. So the time to kill in Warcraft 3 is about 3.5 to 4 times as much as c'est StarCraft 3 à 4 between fois plus units. long de tuer des unités dans Warcraft 3 que dans Starcraft. When you add like nukes into the game or AoEs, it actually skews like more towards StarCraft. But it's hard to like really gauge, oh, how much DPS is my nuke doing, right? So where we ended up with is a 2-point time to kill factor as a StarCraft 2, which means our units are 2 times as durable in general versus each other compared to a StarCraft 2. Les unités seront dans l'ensemble 2 fois plus longues à tuer dans Stormgate que dans Starcraft 2. Ce qui veut dire beaucoup moins de one-shot d'unités, beaucoup moins de... le disrupteur qui one-tap impact d'unité, bah probablement pas. Si une unité similaire existe, bah en fait elle mettra les unités mid-life dans l'ensemble. C'est beaucoup moins de one-shot. Et finalement beaucoup moins de sanctions, de frustration pour 4 secondes d'inattention. And that gives you a lot more micro opportunities and allows more forgiveness to, let's say you're not paying attention to a battle, you can... Il disait que dans Warcraft 3, les unités mettaient 3 à 4 fois plus de temps à être tuées que dans Starcraft 2. Et du coup là, on est à mi-chemin entre les deux. Justement, on est à 2 fois et demi plus long que dans Starcraft. Warcraft, c'est 4 fois plus long. Donc Stormgate se positionne pile au milieu. Enfin, pile au milieu. Au milieu. Micro units out of the way. One other thing we're trying to go for is, and we'll get better at this once as the game develops. But we're trying to go for units and abilities that more are differentiated based on their attacking and moving. In Blizzard RTS, we call those like movers and shooters, rather than their skills themselves. So there will be a lot of micro. Bah non, au contraire, Motoko. Les batailles vont être plus intensives que dans Starcraft 2. Dans Starcraft 2, une bataille, potentiellement, elle se finit comme ça. Dans Stormgate, l'objectif, c'est d'avoir des batailles qui se terminent comme ça. Alors que dans Warcraft 3, les batailles, elles se terminent comme ça. Moins punitive et définitive. Oui, moins punitive et définitive pour le coup. Mais du coup, c'est pas moins intense. Potential in terms of how you position these units and how you directly control those units. So I would say there's definitely room for macro players and there's definitely room for micro players. And there will be opportunities. There will be in some ways like comeback mechanics if you're not macroing properly. Or if you're not macroing well, there will be certain game styles that will lean towards players who prefer more of that micro play style versus the macro play style. Okay, so best of all worlds is what you're saying. Well, you'll see. Hopefully. Peut-être le meilleur des mondes. All right. So much for creep spots and map design. Is there anything you want to add to that? Otherwise, I would start looking at the faction that we saw. Ça a commencé à parler des factions. Faut que je fasse une petite pause pips. Du coup, je passe aux toilettes vite fait. Je reviens rapidement, restez en coin. Bien sûr, merci d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre ça. Pensez à claquer le Prime, pensez à rejoindre le Discord également. On parle très activement de Stormgate en ce moment sur le Discord. Hop. Donc n'hésitez pas à checker ça. Hein. On a déjà publié plusieurs articles. On en a beaucoup parlé hier soir. Même du meme Stormgate qui est balancé. Voilà, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour rejoindre les discussions autour de Stormgate. Et ça vous permettra également de poser des questions si jamais vous n'avez pas eu des réponses à vos questions là pour l'instant ou dans la deuxième moitié de l'interview qui va arriver. Et bien ça vous permettra peut-être de reposer les questions aux autres personnes qui ont suivi ça. J'arrive à tout de suite.
Hey yo! Est-ce que tu m'entends? Hey yo! Yeah, let's talk about What? that. Okay, let's talk about factions. Last time we talked, you said that there's more than 2 factions in the game. Is that still the... Alors non, ça a juste pris un petit peu de temps parce que je recommence à avoir un début d'infection à la paupière. Du coup, je prends le temps de mettre du collyre et de soigner ça avant qu'on ait de nouveau un Sharingan. Pour ceux qui se rappellent du Sharingan. Voilà. Donc juste, j'essaye de m'éviter des embrouilles en traitant déjà le problème. Voilà. Ah, j'ai du collyre, frère d'acier, c'est très bien. case, and do you want to be a little more specific on that? That is still the case, and I do not want to be more specific on that. God Or damn. someone's gonna yell at me. I don't want anyone to yell at Alors, you. attendez, You don't. juste- And map design, is there anything? And how you directly control those units. Hey, Hopefully. We saw. So much for creep spots and map design. Is there anything you want to add to that? Otherwise, I would start looking at the faction that we saw. Yeah, let's talk about that. Okay, let's talk about factions. Last time we talked, you said that there's more than 2 factions in the game. Donc, Is that plus de still deux the factions. case? And do you want to be a little more specific on that? That is still the case, and I do not want to be more specific on that. God Or damn. someone's gonna yell at me. I don't want anyone to yell at you. You don't deserve that, man. So, it's also an old talking point of ours that you wanted the factions to be very asymmetric. That is also still the case. What's the reason for that? I think Alors, du coup, ils vont pas préciser combien de races il y aura au-delà de 2. Encore une fois, moi, le chiffre maximal que j'ai entendu, c'est 4. Après, maybe we get a surprise. Maybe 5 races, maybe 6. Mais ils veulent du coup des races asymétriques. Ce qui va forcément limiter le nombre de factions que peut y avoir. Dans Age of Empires, peut y avoir en réalité 1 millier de factions. C'est ok, parce qu'en fait, elles se ressemblent toutes un peu quand même. Dans les jeux à factions asymétriques, c'est beaucoup plus compliqué de sortir des dizaines de factions. Du coup là, va y en avoir plusieurs. On sait pas exactement combien, mais va y en avoir plusieurs et elles vont être très asymétriques. I think one of the strong points of Blizzard RTSs, and I think one of the defining aspects of a Blizzard RTS is the asymmetry of the races or factions. That there's these problems that you have to solve that only your faction has, maybe, or this weakness that you can exploit in this other faction. I think, I don't know, it's just super cool to have like all these things have different play styles, all these factions have different play styles, and to think that like your tools are drastically different from your opponent's tools. And as someone personally who plays all the races in every RTS that I play, I find that to be like a really refreshing like case. In terms of like, oh, I can play humans or orcs or undead, and it's like a whole different experience each time. And not only that, but playing human versus orc feels very different from playing human versus undead. So just like the replayability and the breadth of area that you have to problem solve is something that I personally very much gel and vibe with. I would agree with that. Ouais, so, donc ils veulent quelque chose de très similaire à Warcraft 3 au niveau de l'asymétrie des races, où c'est vraiment des expériences très différentes. Dans Starcraft 2, en réalité, il y a quand même pas mal d'éléments qui se ressemblent. Hein, généralement, voilà, un joueur qui est master en Zerg, il va être à minima diamant dans les autres factions. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans Warcraft 3, même si après c'est pas non plus... Tu repasses pas à bronze pour autant, mais je pense que c'est un petit peu moins vrai dans Warcraft 3 et ils cherchent quelque chose de similaire à Warcraft 3 où tu as des expériences très différentes et où c'est des match-ups très différents. How involved you are in this, in the like creation of a faction, but how does it all start? Like, do you design the faction around the lore? Comment commence la conception d'une faction? Like, how do you create a faction? Yeah, it comes from it's definitely very lore based, and it comes from both directions. I would say is the answer. Ça vient beaucoup du So lore. number one of the first things we did when we came up with all the factions, well, the factions start first, or like what the general like description of what the faction is starts first, and then once that was nailed down, which I'm not involved with,
I look at these factions and what is described to me, and then I write down, hey, these are the adjectives of this faction. This is what this faction does. It's what it represents. Um, and then we have this like list of gameplay mechanics. Let's say we have this like it's like literally 100, like a list of 100 gameplay mechanics, and we're like, okay, when we take like a mirror board, which is like a digital whiteboard, and we're like, maybe this one belongs in this faction and this one belongs in that faction. We actually sort it out to see like, oh, like based on these adjectives, do these gameplay mechanics make sense? So that's like kind of the beginning of it. And honestly, we just try like stuff on every faction. And just as example, one of the units that you will see um, in the gameplay in the pre-alpha um, is actually, and it's not an arted unit, and it's not shown in the gameplay reveal. We'll actually be moving to another faction. So oftentimes we actually try a unit on one faction. And we're like, okay, we like this unit, but we don't like how it fits into the theme and the lore and how, like its role on that faction. So we actually move that unit. So yeah, a lot of it comes from like the lore of the faction, and then a lot of times it's like it comes from the opposite angle, which is, oh, we have this like cool gameplay mechanic we want to try. Let's just throw it in, and then we're like, oh, this is really fun. How can we build lore around this mechanic? So it's kind of to give you some insight, and I think this is honestly how it works a lot of times in a more fantastical RTS that is not based in the real world. Um, how factions are developed. It's just kind of from both angles. Ok, un point qu'il a évoqué, moi qui va être surtout ce que j'ai retenu de cette séquence, c'est que apparemment unité qui sera jouée pendant la pré-alpha par les influenceurs va bouger vers une autre faction. Apparemment, il y a déjà une unité que nous pourtant on va jouer avec donc l'avant-garde, la faction humaine, qui sera bougée vers une autre faction parce qu'apparemment elle ne correspond pas vraiment à la philosophie du jeu. C'est une unité qui apparemment n'a pas encore été révélée. Donc je suis un peu surpris qu'ils disent ça en vrai. Genre que, ouais, vous allez jouer avec une unité, mais seulement pendant un temps limité en fait, parce que bah, elle va bouger. C'est marrant qu'ils disent ça. C'est quelque chose que j'aurais pensé, bah voilà, tu gardes de ton côté et puis tu bouges le truc plus tard. Du coup, pas de rampe de l'eau et high ground. Bah si. Si. De faction humaine. Bah du coup, ça pourrait laisser entendre de faction humaine. C'est vrai que du coup, c'est ça que ça pourrait laisser entendre. Ce qu'il est en train de dire ici. En tous les cas, moi, c'est... Il y en aura. Oui, il y en aura. Oui. Oui, il y aura des rampes en haut et en bas. Qui montent et qui descendent. Différents niveaux. Ce que j'avais vu hier dans le gameplay. Bah, dans le gameplay hier, il y a des falaises, il y a des screenshots avec des falaises et tout, donc si. De manière, ça serait une très grave erreur pour un jeu de stratégie, je pense, en 2023, de sortir sans avoir plusieurs niveaux. Des hauteurs et des trucs comme ça. Je trouve. Alright, so currently you have two factions announced, that is the Human Resistance and the Infernal Host. How would you describe the feature palette of the two factions? What are their characteristics? Quelles sont les caractéristiques des deux factions the human annoncées? faction is designed to be the most approachable faction. So fans of RTS and fans of Blizzard style RTS, for those fans, you'll be running the Oui, The Rolf. They will have just be very they'll be relatively durable units. You can just build them and they'll do pretty well. And they're relatively easily understandable, not only from their mechanics, but also from just from the understandability of like, hey, this guy has a gun, he probably shoots, right? Whereas for the more alien, strange factions, I think a lot of newer players might be thrown off for exactly their role in an RTS. La faction humaine sera la plus facile à comprendre, la plus basique, celle avec laquelle il commencera. Voilà, c'est... Pour le coup, on reconnaît bien la philosophie Blizzard. Hein, c'était très pareil avec Warcraft 3, Starcraft 2 et même Brodoir. Hein, tu vois l'unité et tu sauras quasiment instantanément, ou en tous les cas, ça serait très facile de comprendre qu'est-ce que l'unité fera dès que tu la verras sur le champ de bataille. Dès que tu l'auras entre les doigts, tu devrais comprendre très rapidement. Et elles seront du coup plus simples à utiliser, ou en tous les cas assez
assez concrète à utiliser, voilà, et assez résistante dans l'idée. Voilà, faction humaine. With the human faction, uh, you'll see a lot of tropes that you see from other RTSs. The Atlas, for example, has often been compared to with a siege tank. I personally think it's more of a combination between like a siege tank, a demolisher, and a raven, or sorry, and a reaver from StarCraft 2, Warcraft 3, and StarCraft 1, respectively. Oh, there we go. Yeah, so it changes modes like a siege tank. It lobs. Yeah, actually, no one has seen at the time of recording of this video, no one had seen its attack yet. So it lobs energy balls like a demolisher. It puts a puddle of fire on the ground like a demolisher. And in many ways, it's like a reaver in terms of its harassment potential in combination with an evac. So again, lots of familiar ideas. And with each gradual successive faction that we create, we're gonna go with more wild out there ideas and some ideas maybe that you haven't seen from RTSs before. So if I were to describe the human faction, they're kind of they're just kind of like the resistance against an oncoming invasion. So they'll be relatively defensive. They'll have these different modes for a lot of their units, which we call deploy. Um, and they're going to be very specialized units. One unit that you'll see is like the Lancer, for example. And for the Lancer, we took a lot of inspiration from that unit from like the Footman, which is an example of a human unit in Warcraft 3 that is hyper specialized in something. Um, so the Footman is an example. It's not a great unit early on. It's one of, if not the weakest early game melee unit, but it has a great niche against piercing units. The Lancer, in our game, we wanted to achieve something similar, but we also wanted this unit to scale into late game. One philosophy that we have with unit designs is that we want all of our units to be somewhat viable in late game. So Footman is an example of a unit that almost infamously does not do that well. So what Du coup, une notion qu'ils ont autour des unités humaines, c'est des unités plutôt défensives, avec pas mal de PV, pas mal de spécialisations possibles, chacune avec des missions concrètes. Et un truc qui est intéressant et qui, je pense, s'applique overall dans la plupart des factions, en tout cas, ça a l'air d'être l'intention, c'est d'avoir des unités qui sont viables toute la game. Une unité que tu produis à la minute 1, c'est une unité que tu vas produire également, ou pouvoir produire, ou vouloir produire en late game également. this unit does, the Lancer, he reduces all incoming damage above 20 to 50%. So if I take 20 damage, I'll just take 20 damage. Donc là, il vient de dire une caractéristique du lancier. Le lancier, au-delà de 20 de dégâts qu'il devrait recevoir, les dégâts sont réduits de 50%. Donc s'il devait recevoir 30 de dégâts, il reçoit 20 et ensuite 5. Plutôt que de recevoir 30, il reçoit 25 parce que sa barrière, sa capacité, son armure, son truc bloque 50% des dégâts au-delà de 20, comme le faisait l'immortel à une époque. If I take 30 damage, I'll take the initial 20 damage, and then anything above 20, which is 10, is reduced by 50%. So he'll take 25 damage, for instance. And this allows him to be a decent early game unit, but allows him to come back. Alors, je veux pas dire, hein, mais il a littéralement pris les mêmes chiffres pour l'exemple que moi. Voilà. Encore une fois, t'es Cassandrel. In the game when there's a lot of high-powered units that are fighting. For the Warcraft fan, this should be similar to Mountain Giant Hardened Skin. I would say it's actually the opposite of Giant Hardened Skin, in that Mountain Giant Hardened Skin is really good against low damage units, whereas this unit is good against high damage units. I see. So it'd be good against Chimeras, I guess. That's the highest damage unit I can think of. So it feels like this that one unit has like two abilities. Seems like a theme
for at least the human resistance? Was that always the goal, to only give longevity, or is there something else behind it? So this unit actually only has one ability. So it has one ability, but how was it described really? Like it's basically a melee unit, but it can also extend the lance a little bit, so it's not exactly melee, but a little bit range. So that is more of like that. I would not necessarily call that an ability. It's more of like it has slightly longer range than a melee unit. So it's like a shorter. It's like a shorter range spellbreaker or huntress, if that makes any sense. So I wouldn't necessarily call the spellbreaker having an ability with it's like slightly longer than melee range. All right. Let's talk a bit about the other units that we have for the human resistance, as our dear colleague Tate. C'est dommage, il a pas du tout évoqué les caractéristiques des démons, de l'hôte infernal, de la cohorte infernale. C'est un peu dommage. Tasteless reveal. There's the Vulcan. We want to talk about the Vulcan. Yeah. Let's watch it appear on the screen. Oh, there's its birth animation. Yeah, I think our team did really good job with these animations. These birth animations, you'll see them if your units are not rallied out of a production structure. So like if you're just not rallying your units, you'll see this birth animation play. Ok, donc si l'unité n'est pas rally point, on but yeah, va this voir cette Vulcan, animation. he was featured in our initial cinematic. This is going to be your anti small unit counter. So if you're fighting a lot of Marines in StarCraft, or if you're fighting a lot of troll headhunters, which I know is an infamous unit in Warcraft 3, this is going to be your go-to unit. He does AoE damage in a line, similar to a Hellion in StarCraft 2. And just his base attack, there's something really interesting about it, which is he actually takes a second to what we call pre-swing or charge up before he can actually fire. So even though he's very powerful AoE unit, he does have weaknesses. And if you're an Exo player, which is the human unit with the gun, you can actually kite in and out of his range, and you can allow him to you can kite in and out of his range, and you can actually like not get hit essentially, or get hit very lightly. Okay. But if you're fighting in a very a huge battle, then if you just stand in his AoE, you'll take tremendous damage. So just it's an example of how we really want to prioritize movers and shooters. This unit shoots in a very interesting way that to the best of my knowledge, I have not seen in an RTS before, even though it's in some other genres. Du coup, le Vulcain va tirer en ligne droite, comme on le disait au début du coup du React. Ligne droite qui traverse les unités. Une emphase qu'il veut mettre, c'est l'interaction justement entre le Vulcain et d'autres unités qui pourraient bouger autour pour esquiver. C'est quelque chose qu'on voit un peu dans StarCraft, mais surtout qui était très populaire sur Broudoir, populaire ou en tout cas très commun sur Broudoir, qui était la contre-micro face aux lurkers. Les lurkers qui tapent en ligne droite, et du coup en fait les joueurs Terran splittaient leur marine pour continuer à ne pas prendre de dégâts de la part du lurker et continuer à faire un maximum de dégâts au lurker en question. Là c'est un petit peu similaire, mine de rien. Avec quand même la notion qui est importante à garder en tête, le Vulcain, plus il peut tirer sans discontinuer, plus il va faire de dégâts, ce qui va en faire une unité quand même redoutable dans les fights longues, et donc dans les fights de Stormgate qui vont être plus longues que les fights de StarCraft 2. It also has a jump jets ability, which it can upgrade. The jump jets ability allows it to charge through charge through units, but only your own units. The first unit that it encounters, the first enemy unit it encounters causes it to stop and stun that unit. So what's really interesting about this is you can kind of think of it like a blink, but in many ways it's both better and worse than a blink. So it's better in the sense that it will stun and deal it'll stun units, but it's worse in that, let's say you're surrounded by a bunch of enemy units, you actually cannot jump jet in order to save yourself. It also has the functionality of being able to destroy trees, which you saw in the gameplay reveal. There you go. With that mechanic, it allows this interesting
it allows us this interesting dynamic where yes, these guys can't they can't go through trees or walk through the trees themselves because they're big chunky guys, big chunky dudes. Um, and but once you get this upgrade, which unlocks jump jets, you'll be able to chase down those pesky gunners that are running through the trees. Okay, so with the jump pads, you can destroy trees and then go for it. Okay, that's... Ok, donc le jump jet, c'est une mécanique de repositionnement, c'est une mécanique de destruction de barrières naturelles comme les arbres. On imagine qu'il pourrait y en avoir d'autres à terme. Mais ça sera pas une mécanique d'échappe. Ou pas vraiment. Il disait, si t'es encerclé par des unités ennemies, tu ne pourras pas t'en servir pour sortir. Donc on peut imaginer que c'est tout simplement que c'est pas un saut par-dessus une falaise comme le ferait un Reaper, même si ça pourrait fonctionner. Mais ça va avoir pour vocation d'être body block par des unités et du coup de pas avoir des Vulcains en fait qui vont et viennent comme ils le veulent. Ça va être bloqué. La Comeback TV est live. En théorie, non. À moins que Funka se soit planté sur l'envoi de son stream pour le ESL Open Cup. Mais en théorie, non. Le ESL Open Cup sera prise sur la chaîne de Funkadelic. Du coup, dès qu'il prendra. J'ai vu qu'il avait fait une annonce sur la Comeback TV et sur le Discord, mais c'est pas tout de suite, apparemment. It's a cool start. Then, oops, sorry about that. We had, what else was there? I know Loco revealed something. That was interesting because we didn't really know, I don't know, do we know what it does? It's the MedTech. We can see it now. Alors, on pourra pas vous dire des choses pendant qu'on a l'alpha. We're all a little speculating what it does. I'm not sure how much we can talk about it. Yeah, we can talk a lot about it right now. Okay. So it's going to have, so this is going to be very similar to a Warcraft 3 caster. So one way we've designed some of these units in the game is that they gradually unlock abilities, and they have like an adept training upgrade and a master training upgrade to gradually unlock power over time. So this medtech, its base ability, it will be able to heal biological units and grant them additional armor. So it's kind of like a combination between heal and inner fire, or heal, rejuvenate, and inner fire in some ways. Its second ability, Nanoswarm, you can cast it on any unit. If you cast it on your friendly unit, it will create a swarm around the unit that heals friendly mechanical units in an AoE. If you cast it on an enemy unit, it will damage all nearby enemy units in an AoE. Enemy mechanical enemy units and an AoE. I probably messed that up. But essentially, you can cast on either your own units or your enemy units, and the Nano Swarm will do something different depending on who you cast it on. So with the MedTech, we're aiming to. This is kind of like it's a kind of like people have referred to it as like a Saint Bernard medical unit. It's got that little like barrel in front. But he's going to be our medical unit, and he's going to have the capability not only to heal biological units, also heal mechanical units with 2 different abilities. And then the third ability is going to be currently an AoE Dispel, which it dispels positive buffs from enemies and negative buffs from yourself. So if you have, to put it into Warcraft 3 terms, if you have Inner Fire and Fairy Fire on you, Inner Fire is a positive buff and Fairy Fire is a negative buff, it will only dispel the negative buff, the Fairy Fire. Ah mais les gars, vous avez même pas encore eu le jeu entre les mains, vous êtes à la pré-alpha et vous êtes en train de dire, bah je jouerai pas. Genre le jeu il va être gratuit hein. Genre plutôt que de dire vous jouerez pas, attendez d'avoir accès au truc, jouez au truc, et commencez pas à dire des dingueries dans les chats en mode ah, bah c'est pas pour moi, jamais, au revoir, vous en avez aucune idée les gars. Vous pouvez être inquiet, vous pouvez vous dire ah je pense que ça me plaira pas, mais commencez pas à faire des statements de l'absolu, s'il vous plaît quoi, faites pas ça en fait. Genre, on dirait des enfants qui voient des haricots verts dans leur assiette et ils sont sûrs de pas aimer. Mais t'as jamais mangé de haricots verts de ta vie, qu'est-ce que t'en sais? Oui, le jeu sera gratuit, oui. On you, so it's kind of like a smart dispel in some ways, and also it's going to have some what I like called reverse purge functionality, which will speed up friendly units that it's cast on very temporarily,
but it won't do anything to the enemy units. It sounds like a very powerful unit, but I guess you have to upgrade it with tiers. Is there even tiers in your game? There are tiers in our game. So we're following the Warcraft 3 structure of tier 1, tier 2, and tier 3. It's a very structured way of thinking about tiering. Bah non, Brobaï, tu peux pas dire ça non plus, tu vois. Genre, tu peux pas arriver et dire j'ai eu que des mauvais signaux les mois précédents concernant Frost Giant. Je n'en dirai pas plus, vu que ça semble mal vu ici. Non, bah, du coup, dis c'est quoi tes mauvais signaux. En fait, quelque part, ma réflexion c'est arrête de te comporter comme une bitch. Sois un être humain adulte normal. Ça sera mieux. Ça sera mieux pour tout le monde, à mon avis. Merci le ténère. S'il n'y a pas de Gnutu dans STORMGATE, j'irai jouer à LoL. Bah, let's go là-dessus. Mais dis des choses qui font du sens en fait. Si tu veux pas te faire tomber sur la gueule. Genre dire je jouerai pas à un truc alors que tu sais pas de quoi va être fait le jeu. C'est pas malin quoi. Ouais, mais partage ton avis. Partage donc ton avis. Bon, et pendant ce temps-là, ça parlait du medtech, du coup, également surnommé par la communauté le Saint-Bernard. Du coup, à cause de son tonneau. Donc, unité de soins qui pourra soigner les unités biologiques et mécaniques, pourra booster l'armure, pourra également enlever les buffs positifs d'une armée ennemie et les debuffs que votre armée reçoit. Et il y aura des tiers de bâtiments, we mais ça took that inspiration not only from Warcraft 3, but also Age of Empires, when for players it was very clear the tick level that each player was at. There's also a lot of other aspects to why we made that decision, but this is going to be a very long podcast if we go into it. Okay, maybe for later. Then we also have the evac, which is basically a Zeppelin from Warcraft. See it? Yeah. Here? So exactly. So so a few abilities that it has are just so it compared to a Zeppelin, it has a very long pickup and unload range. So a lot of the coolness with this unit is the fact that it can pick up units from afar and then drop them off from afar. And we took a lot. So this doesn't seem like super interesting at a first glance, but one thing we learned from StarCraft 2 is when we increase the pickup range of the Warp Prism, in StarCraft 2, it is actually like a huge change that allowed a lot of micromobility and allowed Protoss players to really show off their skills. Because you can kind of use this unit as like blink for the units that are that it's transporting in some ways. You can pick them up from afar. You can drop them off at a distance. On va réaccélérer un peu, il nous reste une demi-heure. Yeah, it essentially is a midi blink that attaches to your units. The second ability it has, and one unit. Alors du coup, première capacité de l'évac, ça va être du coup effectivement d'être davantage un prisme qu'un medivac ou qu'un zeppelin, puisqu'il va y avoir une portée de pick-up des unités. Donc un potentiel de micro-gestion plus proche de celui du prisme que celui du zeppelin ou du medivac, qui va être intéressant à voir. That currently all our area units have is a ability called Return to Hangar, which gives this unit a speed up and returns it to the nearest hangar bay, which is the production structure that this unit comes from. And this is directly inspired from the Company of Heroes retreat ability, which if your unit is in danger, you can hit this retreat button or this back to hangar button, and your units will hightail it out of there. And it will, once it gets to the hangar, it actually will heal to full health. And it'll be stunned, sort of like a Staff of Sanctuary. So basically, it gains a speed bonus, it retreats to the nearest hangar bay, heals back to full health, but is stunned during that duration, and then it will travel to the rally point of the hangar bay. Is this ability just for the evac, or can the evac decide what unit will be going to the hangar? It's just for the evac itself. Okay, yeah, so, okay, good. But you can put units in the evac, and everything else, everything will go into the hangar. Yeah. Ok, donc les evacs peuvent récupérer des unités et vont avoir une capacité pour retourner à un hangar où ils seront soignés et a priori de ce que je comprends également les unités à l'intérieur. Il n'y a aucun budget alloué au marketing, la bêta publique est devenue une pré-alpha fermée, terme très vague. Ça et la qualité de la vidéo diffusée hier, gameplay teaser, où on voit que la production n'était pas au niveau. Ouais, je serais surpris qu'il n'y ait aucun budget alloué au marketing. Après, de toute manière, enfin, moi je sais pas, mais le budget marketing d'un jeu, c'est pas ce qui fait que je vais jouer ou pas.
Voilà. Bêta publique devenue une pré-alpha, moi je considère que c'est une bonne nouvelle. Pour la raison très simple qui est que bah, du coup ils prennent le temps de développer le jeu. Et que bah, ça évite les sorts. Moi je préfère un développeur de jeu qui prend 6 mois de plus, 1 an de plus à développer son jeu mais sort une masterclass que quelqu'un qui rush pour respecter une deadline et qui sort une daube. Patate, oui. La qualité de la vidéo diffusée hier, gameplay teaser qui voit que la production n'est pas au niveau. La qualité de la vidéo, ça malheureusement je pense que typiquement c'est parce que 3 minutes d'intervention sur le PC Gaming Show, ça coûte une fortune. Et que du coup ils ont mis leur thune ailleurs. Donc je verrai pas un mauvais signal là-dessus. C'est ouvert à interprétation à mon avis. One of our not everything, just the evac will heal. But that's a good idea. Maybe everything can heal in the Yeah, it doesn't sound OP at all. But one of our Trevor, who used to be a StarCraft pro, had the idea of building a hangar bay like on the other side of your opponent's base, and then using this ability in order to launch this unit like across the map into your, it's like a flying unit catapult in some ways. You guys are developing cheeses already. I like a lot. All right, that is, I think, everything we've seen from Human Resistance so far. But I assume the faction will have more units at launch. Yeah, I think we've only shown something at like 6 or so units. There's a lot of units we haven't shown, and a lot of units that the highest tier units we actually haven't fully developed yet. So a lot of like the super flashy stuff, like the Griffins, or for example, are not in this collection yet. But what we did see is something from very early on, basically your first unit next to the Bob. We talked about this, I think, in our previous interview, that you wanted to give factions a way to scout very early like you can in Age of Empires. And that is also now in the game, as we've seen. Yeah, that is going to be our SCOUT unit. It's the scout unit, but it's not. It's an acronym. Il y a une unité qui s'appelle du coup la SCOUT, ce qui fait scout, et c'est le chien avec des yeux laser. Actually, and please don't ask me what the acronym stands for right now. Never would I ever. It's very cute. But yes, it is a unit that starts off at the beginning of the game, but you can also build it later on. Every faction in our game will get one of these units, but they'll be different across all the different factions. What this allows you to do is, for newer players, it gives them an easy way to scout the map, especially, and it teaches players that scouting is important. I think the traditional way you scout in a Blizzard RTS is you take a worker and you send it to your opponent's base, or you send it around the map. That is very unintuitive. Why would I give up economy to scout my opponent if I don't know like what to scout for? So yeah, you can. Ouais, donc donner une unité de scout pour éviter de sacrifier de l'économie pour la prise d'info. En vrai, c'est bien ça. Ça, c'est. C'est pour le coup une particularité de Age of Empires que moi je regretterais toujours qu'on n'ait pas eu dans StarCraft. Être obligé de sacrifier de l'économie, pour aller prendre de l'information, ça a toujours été. Bah ouais, ça a été contre-intuitif et ça amène à des dynamiques de est-ce que tu dois le faire, est-ce que tu dois pas le faire, greedy, pas greedy, mais du coup ça amène à des gambles. Là t'as une unité dédiée de scout et en vrai c'est cool. En vrai c'est plutôt cool. Voir des chiens morts dans les yeux, ça me choque plus que des humains. Mort bébou. Kind of way. So basically, you will not see the units, but you will see the existence of units through the fog of war in a relatively high range. It's about the screen, I would say. And then its second ability on the hunt allows it to increase its vision range. Its vision range is actually very low for a scout, but allows us to temporarily increase its vision range to match the vision range of the radar dish. So I think it more than doubles its vision range. So those are its scouting capabilities. It can also be made into a combat unit with some upgrades later on, which gives it bonus damage versus certain armor types. So it's got somewhat of a combat role, or you can. Le scout de l'avant-garde aura une amélioration pour lui donner des dégâts bonus contre certains types d'armure. Et ça peut être une information à la con, mais ça confirme que dans le jeu, il va y avoir du coup des systèmes d'armure. Est-ce que ça sera en combinaison à des systèmes de type d'unité? Ça on verra, mais parce que du coup c'est une des grosses différences entre Warcraft 3 et Starcraft 2. Dans Warcraft 3 vous avez différents types d'armure, genre léger, lourd, magique, héroïque, ce genre de choses. Dans Starcraft 2 c'est des types d'unités mécaniques, biologiques, blindées, légères, etc. Et du coup là pour l'instant ils annoncent notamment, alors, tout à l'heure ça parlait aussi de type biologique et de type mécanique, mais ça a l'air de
de dire qu'ils vont combiner un peu des deux. Donc ça sera peut-être un petit peu complexe pour le coup, hein, je pense, pour des néophytes, les différents types d'armure et les différents types d'unités. Mais ça a l'air de deux éléments de gameplay qui existent. Even make it like a harassing unit later into the game. So it does a lot of things. So it's also yeah. mechanical. So it's actually a mechanical unit, despite what it looks like on the outside. So you can actually pair this unit with your bobs. This also sounds like something to give a player to have more to do early on, because let's be honest, the start of an RTS map can be pretty slow. Yeah, that's something that we've been actively working on and tweaking, and something that we learned early on in throughout the development of StarCraft and Warcraft. I actually think Warcraft 3 does a really great job of early game pacing. There's like these 2 minutes where you kind of change up your build order, and like you have the opportunity to change up your build order before your hero comes out. But there's always been like this divide in StarCraft 2 where, I don't know how familiar you are, Neo, but like these starting workers change from 6 to 12 at a certain point. And there were criticism from both sides. On the first camp, 6 workers felt a little slow, and it felt like you were doing the same things every game for the first, I would say, 6 minutes of the game, which I felt was a little too long of the time. Whereas the 12 worker start felt like the players got into the game too quickly, and you kind of just started in the mid game. So we can always vary the number of workers that you start with, but I think giving players a unit at the start that they can kind of scout with and do cool things with early on is another way to kind of address this issue. Okay, that sounds good. I think the first 2 minutes of a Warcraft game are, especially for an observer, very boring. So hopefully there will be more things to observe than in the first Stormgate matches. I'm just curious. I know you dabbled in casting StarCraft 2 early on in your career. What did you think of those minutes? There was a bad time in my life where I was forced to cast a game, and I can tell you that don't feel right, and I didn't do StarCraft 2 justice, and it was a whole different game as well, but I had no idea what's going on, so hard to say anything about it. I was very happy when those casts were over. This is a very off topic, but I have this like opinion that I think Tasteless and Artosis did so well casting StarCraft, partially because they were so much better than anyone else early on at like filling those like that lull of time. Et oui, that they're so good at meubler that le début de partie. True. Yeah, we gotta work on that for sure. Contribuer à la légende de Tasteless You gotta Artosis. work on more factions, Bonsoir, obviously. What can you share about the second faction we got, the Infernal Host? Is there anything? Yeah, the Infernal Host will be kind of it will be like the swarm units. They in many ways they're most similar to either the Zerg or the Undead from Blizzard RTSs. Whereas humans have the philosophy of like, well, we gotta like save every life, like every life counts. Infernals have the philosophy that like individual lives do not matter, and the ends justifies the means. Famous Batrider quote, of course. And basically they will sacrifice any number of their units to achieve their goals. So a lot of concepts such as like they will feature a lot of death in their gameplay. And it might be a scenario where you're encouraged to kill your units in order to achieve greater power overall. They will be ever encroaching solely onto your territory with a mechanic that I won't talk about too much in this show, but a mechanic called Demon Shroud. Yeah, they're gonna both feature very high unit count and the capability to play in a playstyle that has low unit count as well. So the Infernals. Yay! Okay. Les Infernaux, du coup, dans ce qu'il en décrit, ça ressemble beaucoup à Zerg, à Undead, beaucoup basé autour de la mort, la masse d'unités, le sacrifice d'unités. Mais il concluait quand même en disant il y aura des options pour jouer la cohorte infernale avec des comptes d'unités beaucoup plus faibles. Et il s'est arrêté un peu là. Mais du coup c'est voilà, le feeling que la cohorte infernale serait un petit peu la race à la Zerg, à la Undead, semble confirmé pour l'instant par Monk. Pour ce qui est de la question Battle.net Ladder et son système de classement, ses serveurs, on sait ont-ils fait des annonces dans ce sens sur Stormgate. Le jeu sera du coup disponible sur Steam, donc pour son Battle.net c'est réglé. Son ladder, son système de classement, on n'a pas encore d'infos à l'heure actuelle. Donc ça, il faudra voir plus tard. Mais le but, c'est que ça soit un jeu qui se développe en e-sport, hein, donc il y aura des classements dès la sortie du jeu, voire même avant. Donc ça sera très bien. Bon, il faut qu'ils mettent le paquet, c'est sur l'arbre des combinaisons unit gameplay, genre sur la C2.
Ou jusqu'à des années après, tu as des strat moves qui sortent et que personne n'avait trop vu venir. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y aura des héros comme dans War 3. Il n'y aura pas de héros en 1v1, il y aura des héros en 3v3, en coop et dans la campagne, mais il n'y aura pas de héros en 1v1. To me, it feels like the human resistant design is pretty inspired by StarCraft 2. The infernal design is pretty inspired by Diablo 3. So the not announced third race is then going to be Warcraft themed? No, it is going to be Lost Vikings themed, Neo. Oh, damn! Question qui en vrai est intéressante, mais c'est vrai que la race humaine, donc l'avant-garde, c'est son nom officiel, c'est les vanguards, mais du coup en français c'est l'avant-garde, sont inspirés des Terranes. La cohorte infernale semble inspirée effectivement de Diablo. Du coup, potentiellement la troisième faction, il y a eu pas mal de théories. Il y a des gens qui disent ah ça sera la race des dinosaures, ça sera la race des ninjas de l'espace, ça sera la race du Nia super avancé. Et Neo qui demande bah, est-ce que en fait la troisième race ne serait pas inspirée de Warcraft 3. Est-ce qu'on a des orques en fait? Est-ce qu'on a des elfes de la nuit? Genre quel va être le fuck en fait? That's great. Wow. Okay, confirmed here. World exclusive. Thank you for that. Et du coup, Monk répond l'inspiration, ça va être Lost Vikings, un des premiers jeux StarCraft, du coup, avec des références dans chacun de leurs trucs. All right, we are almost done here, but I think one part is very important, and that is to help players enjoy the game and to give them tools to learn the game as well. I call it onboarding. What do you do with a player who finished the campaign and the single player experience of the game, but wants more? He wants to join the multiplayer, but he's maybe a little afraid and a little undereducated when it comes to stuff like build orders, for example, or gameplay mechanics. Yeah, so first of all, I would say that traditionally... Et là, la question c'était comment est-ce que vous faites pour emmener le joueur qui a terminé le jeu en solo, la campagne, les trucs comme ça, comment est-ce que vous faites pour l'amener vers les autres parties du jeu? The PvP player base and the campaign player base have very little overlap. If we look at the data from Blizzard, previous Blizzard style RTSs, traditionally most players, the vast majority of players who play PvP are really not interested in, or play PvE are not really interested in PvP, and a lot of PvP players are not interested in PvE. So one thing we actually don't want to do is we don't want to necessarily have the goal be to transition players from PvE to PvP. And for that segment of players, we have the replayable PvE 3vE co-op mode, which is a natural progression because it essentially is the campaign, but with more replayability, but with less story and less campaigny aspects. That being said, I think we still want onboarding tools for players of all game modes. So what we're looking to do is to build specific tutorials and onboarding tools for each of the game modes. If you're coming on to PvP, we plan to have both active and reactive tutorials. Active tutorials are, for example, often what you see in StarCraft 2, for example, is there's actually mini tutorials in StarCraft that tell you this is how you... Il y aura deux races principales avec des sous-factions. Tu sors d'où cette info, Brobike? Par curiosité. A move, this is how you like build a barracks, and this is like that kind of thing. Whereas reactive tutorials are, hey, I noticed you're kind of blocked on supply right there. You may want to build like a farm or something. Hey, I noticed you haven't moved the camera there, your camera screen in a while. Maybe you want to like pan to the right or pan to the left or pan down. So it's basically like a clippy for us boomers out there. Yep, nice. It's not... Ouais, du coup, je peux confirmer que t'as mal compris l'information, Brobike. Ils ont pas dit qu'il y aurait deux races principales avec des sous-factions. C'est des éléments avec lesquels ils jouent, les éléments de sous-factions, des éléments qui les intéressent dans le développement du jeu. Mais quand on leur demande combien de factions il y aura, ils comprennent et on comprend et tout le monde comprend. Factions différentes. Et ça a été dit à plusieurs reprises. Factions différentes dans le même sens que StarCraft avec Zerg Protoss, Terran. Il y en aura minimum 3, peut-être plus. Not gonna be annoying at all, I hope. But yeah, that's something I'm curious about as well. Like, this is absolutely essential in my opinion, so hopefully you guys nail it. But since you mentioned farms or supply providing buildings, in most of the RTS I know, if these buildings are necessary,
and you forget about them. Oftentimes that leads to you losing the game because it's such an integral part. And it feels kind of bad if you kind of outmaneuvered your opponent for 5 to 6 minutes and just because you forgot a farm, you lose the game. Is there any plans to weaken these big roadblocks? Yeah, totally. So the farm is a great example. We actually, early on in development, we actually tinkered with the idea of removing supply Bon, structure. en vrai, ça, je vais skip ce segment parce que du coup, ils en ont déjà parlé. Il a déjà parlé du fait qu'il y aurait des facilitations de la macro et Neo repose la même question en vrai. Of your moonwells over time at 10 supply structures in the game. However, as you correctly mentioned, I made a mistake button. You never use that ability unless you make speed bonuses to one nearby structure. So there's some strategic benefit in 115 supply, right? We want there to be a button on the habitat that gives you 5 additional supply, but also has an additional benefit. And one thing we're thinking of there is it gives production speed bonuses to one nearby structure. So there's some strategic benefit in upgrading this if you don't want the supply. But if your supply block, for instance, you can upgrade the structure instantly. Ils veulent que dans leur mécanique de pardon sur le supply block, que le supply puisse en plus donner des boosts de production à un bâtiment proche. Ce qui serait une manière de dire, c'est non seulement une mécanique de pardon pour des erreurs de macro, mais ça aussi est juste un vrai intérêt stratégique de faire stopgrade. Without building another supply structure. And even though that's not a cost-effective decision, it's an instant way you can unblock yourselves, and it doesn't 100% feel like a mistake because you're also getting additional benefit from it. Or let's say in your build where I want to build like 4 upgraded supply structures sometime in my build, and at a certain point I'm like, shoot, I'm supply blocked. I'm going to adjust my build slightly so that I'm going to build this earlier upgraded supply structure earlier on in order to mitigate that. So I think that's something we're trying to go for with every faction, albeit not necessarily in the same exact way. That will certainly help feel a little less bad when you forget about it, that's for sure. Speaking of feeling bad, we kind of started this interview by saying that the existing RTS games are 20 and 10 years old, so they probably lack a lot of quality of life features that we have in other games that are newer. So you wanted to talk to me about these features and what you're implementing into STORMGATE. Yeah. Something that we're looking to implement fairly soon is one example is like automated control groups. A lot of RTS players, they build up an army and they are not able to control it because they're just sitting in their base. So one thing we're trying to do is like, let's say you build a grunt or a lancer, for instance. As soon as the lancer comes out, it will be added into a control group of your choice. So if you're crazy, it can be added to every control group if you want. If I don't know why you'd want to do that, but you can you will be able to customize it that way. And in our mind, this is kind of like a way to it's a kind of an evolution of the select all army button, which exists in StarCraft 2, because this is kind of like a more customable version of a select all army button, and you can actually build your own select all army button if you wanted to with the system. Okay. Because you can just put every unit into control group 1, and then that's your select all army button, right? But yeah, what this allows us to do is it allows us newer players to interact their armies with fewer actions. You don't have to constantly be adding units to your control groups all the time and re-control grouping your units. Ils vont faire un F2 personnalisable. Le F2, du coup, c'est ce bouton qui vous permet de sélectionner toutes vos unités militaires, avec quelques exceptions comme la Queen par exemple pour les ergs. Mais du coup, l'idée, c'est plutôt de déterminer X type d'unité rentre automatiquement dans ce groupe de contrôle quand elle sort de son moyen de production. Et du coup, mon bouton F2 est composé des unités que je veux. Et les autres bâtiments, bah en fait, je pourrais aussi les mettre dans un autre groupe de contrôle personnalisé. Et du coup, j'aurais mon gros groupe d'armée, mais j'aurais aussi en parallèle produit mon escouade de harcèlement, mon escouade de protection de la base, etc. Vous aurez produit vos différents groupes de contrôle. Voilà, j'imagine. En sélectionnant le bâtiment, tu pourras sélectionner dans quel groupe de contrôle ça tombe. Comme par exemple moi qui utilise 3 groupes de contrôle, avoir systématiquement les oracles qui arrivent dans mon groupe de contrôle 3, parce que mon groupe de contrôle 3, c'est mon groupe d'oracles, par exemple. Secondly, what it does is it allows us, we can set defaults as the developers, and we can say, hey, this might be a good starting off point, and we can encourage players to use control groups earlier on than they would have otherwise. Because to be honest, like almost no one in campaign or like early on PvP uses control groups. And for experienced players like yourself, Neo, you know that control groups are
are a fundamental part of playing a high-level RTX. Another thing this allows us to do is it allows us to tutorialize our players in a better way. So for example, let's say our default is all the ground units go into control group 1 and all our air units are control group 2. We can say, hey, click the 2 button and A move over there. And that allows us to say, hey, now you just learned how to A move all your air units. Whereas in order to achieve the same goal as before would have been nearly impossible without the automated control group system. Another system that that is actually already in the game and you'll all be able to play with is the quick macro feature, which essentially, if you're familiar with Command and Conquer or Company of Heroes, it's kind of like a way in which you can centrally build any unit or structure from a central point. So with this feature, you can go into your panel and you can select a building, put it on the map, and the game will intelligently pick the worker to build that structure with. This might not be necessarily the best worker. And you can definitely, if you select individual workers, you'll probably be able to get more efficiency on a building. Or if you, for example, let's say you're building a town hall, or in our game, it's a command post. You can send, as an experienced player, you can send a worker early to the point before you have the resources, and you can build a structure right there and then. After you have the resources. But as a newer player, you can just say, oh, after I have the amount of money that I need, I'm going to build it, but it's not going to be as efficient as if you did it manually. Un autre élément de qualité de vie, ça va être la production des bâtiments qui va être facilitée. Vous n'aurez pas besoin de sélectionner un worker pour produire un bâtiment. Vous pourrez juste donner l'ordre de production d'un bâtiment et le jeu sélectionnera automatiquement un worker, le plus proche de l'endroit où vous avez ciblé, etc. Ça ne sera pas nécessairement le meilleur, mais le jeu fera au mieux pour sélectionner un péon qui fait du sens, un bob qui fasse du sens pour construire votre bâtiment. Et ça pourra vous permettre d'automatiser la production. Mais je disais, ça sera jamais aussi bien que de le faire manuellement en allant sélectionner les trucs, mais ça simplifiera la vie pour les joueurs débutants. Devra se confirmer avec l'intention d'en faire plus. C'est le lead designer de Command & Conquer qui avait fait des subfactions boss pour Frost Giant. Je ne retrouve pas les infos sur les subfactions, donc j'ai dû amalgamer des trucs dans ma petite tête. Et oui, Brobike. Mais t'inquiète, je suis là pour vous. Fasciste de merde! Un fasciste de merde! So you'll be able to build structures, you'll be able to build units, and you'll be able to upgrade from that structure, and you'll also be able to see how many units or structures or the types of units and structures that you're currently building or training. So those are just two examples of quality of life features that we are either have right now or looking to implement in STORMGATE. Very nice. Sounds very good. Sounds very evolved from what we currently have in our games. I know you're a very, very busy man, and I think we're about to hit the 90-minute mark here. Is there anything else you want to talk about that we didn't touch on that is important to you? Let's see. I don't think so. I just, again, do want to say thanks to the community for all the support. This is an ongoing game. We're constantly developing features, and I think I mentioned at the beginning of this show is that there are literally thousands and thousands of features. We're constantly iterating. We're constantly adding new things. Like even just speaking from like a personal perspective, like we are working insanely fast on the number of features that we are making. Like it actually blows my mind. But that is just like my honest opinion. But there's still so much to be done in building an RTS. And we hope the community like joins us and follows along in our development and sees like just how far we will go from our starting off point, which was 2 years ago, but also the first time you see the gameplay reveals. And what's really helpful from the community is to constantly give that feedback of, oh, what do you like the direction of, what you don't like the direction of. Quelque chose qui rappelle et que j'ai dit au début du stream, ils écoutent la communauté, donc n'hésitez pas à aller mettre vos retours, bien sûr, notamment sur Reddit. Reddit, je le sais de source sûre, ils lisent l'intégralité de ce qui est posté sur le Reddit STORMGATE. Donc si vous avez des remarques, voilà, si par exemple vous vous dites, comme certains, ah bah c'est sûr le jeu il ressemble trop à Dota 2 ou il ressemble trop à Warcraft 3, sachant que je tiens aussi à rappeler que toute la communauté Warcraft 3 pense que le jeu ressemble trop à Starcraft 2. Mais ça, bon, hein, on n'en parlera pas. Mais du coup, bah, en fait, vous pouvez faire un retour sur le Reddit. Voilà, ça sert à rien de dire bah, je jouerai pas au jeu. Papa STORMGATE, je mangerai pas tes haricots verts. Bah, Papa STORMGATE, il peut te mettre du ketchup sur tes haricots verts. Mais pour ça, il faut que tu lui demandes sur le Reddit. En vrai, c'est un peu la conclusion de l'interview. Donc, je vais laisser ça là. Je vais vous envoyer chez Funkadelic, qui est déjà en train de caster une game de Clem, d'ores et déjà. Du coup, je vous envoie là-bas. Si vous voulez continuer à échanger sur STORMGATE, si vous voulez continuer à rejoindre la communauté, bien évidemment, je vous invite à le faire via le Discord. Voilà, on continue de poster des trucs. Alors là, c'est le truc des mimes. Mais du coup, les premiers mimes STORMGATE qui arrivent. Il y a un channel
channel qui s'appelle STORMGATE. Mais voilà, STORMGATE qui existe. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien, le bot vous le donnera si vous tapez point d'exclamation Discord pour le rejoindre. Merci pour les subs, merci pour les dons, merci pour les follow. Relativement nombreux encore une fois aujourd'hui, ça fait plaisir. Ouais, on peut pas poster de lien sur cette chaîne. Là, on a vu que des étoiles Brobike, donc n'hésite pas à DM le lien. Mais je crois que tu parles de STORMGATE Hub, tout simplement. Donc voilà, oui, vous pouvez consulter STORMGATE Hub aussi simplement que ça. Pour Major Dark qui demandait si la vidéo vous est accessible, la vidéo est accessible sur la chaîne Back to Warcraft si vous voulez voir l'interview complète. Moi, ma VOD, il faudra vous abonner pour la voir, bien évidemment. Bref, je vous envoie sur STORMGATE Nexus. Je vous envoie chez Funkadelic. Je vous dis à tout à l'heure, je le rejoindrai au cast. Je vais juste aller bouffer avant. Voilà, des bisous.